Bonsoir à tous et bienvenue dans NCI 360. Au menu du magazine de ce jour, la victoire des éléphants face à la Zambie. Pour leur première sortie sous l'ère Jean-Louis Gasset, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dominé le match le vendredi sur le score de 3-1. Au menu également, l'obtention par Charles Blé Goudet de son passeport ivoirien des mains de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas et l'élection du président de l'Assemblée nationale prévue le mardi 7 juin prochain. Adama Bictogo est le candidat du RHDP. Alors pour cette première partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Babou Eric, ancien footballeur international. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Toujours un plaisir. Dago Chal, ancien footballeur international également. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être à NCI ce soir. Oui. Nous avons Angelor Loupa, qui est ancien joueur reconverti en entraîneur. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Et Magloire Diop, journaliste sportif. Bonsoir Evelyne. Et Patrick Guité, journaliste sportif. Bonsoir, également. Evelyne. Bonsoir à tous encore et merci d'être sur le plateau de NCI 360. Je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction de NCI qui revient sur le match du vendredi et on en discute juste après. Le nouveau sélectionneur des éléphants et ses hommes étaient très attendus au pied de la basilique de Yamoussoukro pour cette première sortie qui les opposait aux Zambiens, tombeurs de la Côte d'Ivoire, en finale de la CAN 2012. Les Ivoiriens ont donc effectué nombreux le déplacement au tout nouveau stade de Yamoussoukro, confiants quant à l'issue du match. C'est un plaisir vraiment de vivre ce genre d'événement. On pronostique 3-1 pour la Côte d'Ivoire. On est content de toute façon, on est un stade ici et puis on va gagner. On va gagner. On a eu la chance d'avoir ça. Il ne fallait pas manquer, il fallait être là, il fallait être présent et puis venir voir de tes propres yeux. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. C'est une première fois, vraiment, ça fait chaud au cœur. Et bon, on ne peut pas rater ça, il faut vraiment qu'on assiste, qu'on voit. Pareil, on est fatigué de voir ça à la télé, il faut vraiment qu'on voit ça yeux dans yeux maintenant. Je proclame 2-0 pour la Côte d'Ivoire ce soir. Pour cette grande première au stade de Yamoussoukro livrée à la veille de ce match, les autorités n'ont pas lésiné sur l'aspect sécuritaire. À l'intérieur, les gradins affichent complet pour assister aux 3 buts des éléphants, tous inscrits en seconde période par Serge Aurier à la 67e minute, Christian Kwame à la 77e et Ibrahim Sangaré à la 89e minute. Les Zambiens ayant réduit le score en toute fin de partie par Patson Daka. Les éléphants l'emportent finalement 3-1. La Côte d'Ivoire a marqué de son empreinte cette rencontre, a battu la Zambie. Aujourd'hui, on a vu une Côte d'Ivoire de visage. Gasset a un système préférentiel qui est le 4-4-2. On l'a vu, malheureusement, ça n'a pas trop bien marché, mais quand il est revenu au système du 4-4-3 que pratiqua Patrice Baumel et que les joueurs connaissent, on a vu que ça a apporté un grand changement. Jean-Louis Gasset nous a paru vraiment serein, sûr de sa science. On attendait de voir ce que cela allait donner sur le terrain. Et avec ce que nous avons vu, cela laisse augurer des lendemains meilleurs. Cette première sortie satisfait le coach Gasset et Max-Alain Gradel, qui peuvent envisager sereinement la suite. Il y a eu un peu de déchets techniques dû à la condition physique des joueurs, parce qu'on n'avait eu que 3 ou 4 jours pour se préparer. Et que certains joueurs étaient en vacances depuis 10 jours. Ils ont fait preuve d'un très bon état d'esprit de venir avec la sélection malgré leur handicap physique. Et on sait très bien que quand physiquement on n'est pas au point, on a des sortes d'humeur techniques. Ça s'est senti, mais je vous trouve sévère sur la première mi-temps parce qu'on a quand même dominé. On a eu des situations, on a frappé la barre. 2-3 erreurs techniques dues au physique sûr, c'est une certitude. Et après, en deuxième mi-temps, on a ouvert le score et déroulé notre jeu. Il y a des nouveaux joueurs, il y a des joueurs qui étaient carrément en vacances, qui ne sont pas entraînés. Donc on est dans une période un peu compliquée, mais on fait les efforts, on fait des sacrifices. Peut-être que ces sacrifices, vous ne les voyez pas, mais nous on sait. Et on essaie de donner le maximum pour vous rendre heureux. Donc franchement, tout ce que je peux vous demander, c'est de nous encourager. La suite, c'est jeudi prochain contre le Lesotho pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, pour laquelle la Côte d'Ivoire, pays organisateur, est déjà qualifiée.
Retour donc sur le plateau de NCI 360. Et je rappelle que vous avez la possibilité d'appeler ce soir au numéro qui est indiqué juste au bas de l'écran pour donner votre avis sur ce match, sur les performances des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, je vais commencer par vous, Eric Babou. Avant d'arriver au match, vos impressions, et c'est valable pour tous les invités, sur le stade de Yamoussoukro, qui, on s'en souvient au départ, n'avait pas été homologué et qui a fini par être homologué. Quelles sont vos impressions déjà sur ce stade qui a accueilli ce premier match? Déjà, comme vous l'avez dit, avant d'arriver au match, l'impression est très bonne. Moi, j'ai félicité la directrice de l'ONS pour le travail qui a été accompli. C'est un beau stade et la pelouse est très belle. On a vu la circulation de jeu des éléphants. C'était que de la qualité. On ne peut que se féliciter d'avoir un tel stade. Espérons que l'entretien va suivre derrière. Charles Dagoum. Moi, je ne peux que féliciter le gouvernement ivoirien qui n'a pas lésiné sur les moyens pour pouvoir nous doter de ce joyau. J'y étais et j'avoue que ça m'a donné l'envie de redevenir le Charles de Gaulle qui avait ses 18 ans. Et puis voilà, de descendre cette pelouse-là et jouer au foot comme ce fut le cas avant. Et donc, franchement, je ne peux que féliciter toutes les autorités qui ont mis les moyens qu'il fallait pour qu'on ait ce joyau-là. Patrick Guité, vous étiez sur place. Est-ce que ce qu'on a vu à la télé est conforme à la réalité? Absolument, c'est conforme. Comme Dago Charles, vous avez Bonaventure Carlo également qui avait envie de retrouver ses 18 ans pour jouer sur ce type de pelouse, tout simplement. Un stade, voilà, comme on a l'habitude de les voir à l'international. C'est retour de l'ascenseur tout simplement à la Côte d'Ivoire, qui est quand même 2 fois championne d'Afrique, qui a quand même participé à 3 Coupes du Monde, et donc qui n'avait pas des infrastructures aux normes internationales, tout simplement, pour accueillir ce genre d'événements. Aujourd'hui, on est fiers, en tant qu'Ivoiriens, eh bien, d'avoir ce stade-là. On espère que les autres seront prêts à attendre tout simplement pour permettre à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, aux fans de football, eh bien, de vibrer en unisson autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Wagla Diop, vous étiez également sur place? Oui, j'étais sur place. Mes prédécesseurs ont déjà parlé du stade, de l'enceinte. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est un très beau stade aux standards internationaux, il faut le dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce stade, mais au final, on se rend compte que c'est un véritable bijou. J'ai plutôt envie de vous parler de ce que vous n'avez pas vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ce que vous n'avez pas vu, c'est vraiment le dispositif sécuritaire qui était très bien renforcé. Je pense que depuis le drame de 2009, Côte d'Ivoire, Malawi, au Stade Fo-Boigny, les autorités ivoiriennes ont développé une expertise en matière de sécurisation des stades. Et ça a été une grande satisfaction. Maintenant, de façon concrète, il y avait quoi au niveau sécuritaire? Il y avait des barrages qui ont été faits pratiquement, des checkpoints pratiquement, je dirais, 500 mètres autour du stade. C'est-à-dire, sur 500 mètres, on marche pour venir au stade. Et donc, ça ne permet pas au public de se regrouper aux entrées pour éviter, une bousculade à une entrée, parce que c'est un peu ce qui s'est passé à la dernière CAN au Cameroun. Et nous avons vu aussi la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Voilà, c'était ça. Et je pense que les autorités ivoiriennes ont vraiment tiré les leçons et ont pris vraiment les mesures qu'il fallait. Déjà, ça se faisait au Stade Fo-Boigny, donc je ne suis pas surpris. Et je disais le bémol, ça, c'est une question peut-être d'organisation. Ils ne sont pas encore prêts. C'est le transport qui n'a pas été organisé correctement pour les supporters au stade. Vous savez, la ville de Yamoussoukro souffre d'un véritable problème de transport en commun. Okay. Et donc, pour arriver au stade, les supporters que vous avez vus dans les tribunes ont fait des grands sacrifices. Donc, il n'y a pas que Mas Gradel et ses amis qui ont fait des sacrifices. Même ceux que vous avez vus dans les tribunes, même les journalistes aussi ont fait des sacrifices. Donc, c'était la victoire du sacrifice. Okay. Angela Loukba, vous êtes entraîneur. Quand vous voyez un stade comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, ça ne peut faire que plaisir. Vous savez que c'est très, très difficile d'avoir ce genre de stade. Mais je me laisse sincèrement impressionner par la capacité de mobilisation. Parce que c'était vraiment un grand challenge. Il faut dire que nous venons quand même de loin. Hein, après cette pandémie qui s'est foncièrement installée, après nos turpitudes ici que nous avons essayé, oui, la crise du football ivoirien, de quoi je vais parler en deuxième année. Donc, dans la deuxième année, ont été des éléments qui ont été assez difficiles à gérer.
Et quand on ressort de toutes ces difficultés-là pour se faire offrir un tel stade qui, à mon avis, a même favorisé la qualité du jeu de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, naturellement, a ce jeu chatoyant qui permet au ballon de circuler un peu à gauche et à droite. Et donc, quand on joue dans un tel stade et qu'on fait de tels résultats, on ne peut être qu'heureux. Merci. Avant de poursuivre, on va donc donner la parole à M. Gobia, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. On vous écoute. Non, en fait, oui, je suis M. Gobia, c'est juste pour apporter mon intervention concernant la prestation des éléphants hier. Pour un début, parce que vous dites que M. Kassé vient à peine d'arriver, il y a eu trop de critiques à apporter. Et pour sa toute première intervention, on voit un net changement. Et vu que nous sommes effectivement impatients de voir véritablement notre équipe avec tous les artistes qu'ils ont, d'être au sommet de l'Afrique, hier, vraiment, on a été très satisfaits. En tout cas, personnellement, moi, j'ai été satisfait. Mais en même temps, Dieu, dans sa grâce, nous permet de savoir qu'on a encore des failles. Et ces failles sont qu'à la dernière minute, comme d'habitude, nous prenons des buts. Et je crois que, pour moi, le Sénégal qui a permis que M. Kassé voit qu'il doit corriger. Il faut qu'on sache gérer les fins de partie. Voilà. Donc, en fait, c'est là que je dois apporter mon intervention. Merci. Donc, pour l'heure, ça va. Voilà. D'accord, merci, on vous a bien entendu. Alors justement, parlons de ce match. Comment vous analysez cette victoire des éléphants, notamment au niveau des faiblesses? Est-ce que cette équipe, parce que Jean-Louis Gasset a lui-même parlé de déchets techniques, selon vous, de quoi s'agit-il exactement, Éric Babou? Effectivement, vous savez, quand on a la chance d'être sur votre plateau, c'est pour apporter notre expertise. Il faut sortir de l'émotion et puis pouvoir être dans la pertinence. Donc, quand on voit le match qui s'est passé, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, si je prends sur les joueurs, je dirais qu'ils sont à féliciter simplement parce qu'ils arrivent en 3 jours. Ce n'est pas évident pour eux. Ils ont sorti un match, mais ils avaient un contexte où c'est difficile de faire moins. Parce que pour avoir été joueur, Charles est là, il pourra confirmer, quand vous avez un environnement pareil, où premier match sur un nouveau stade, je veux dire, un nouveau staff technique, un nouvel entraîneur, tout le monde a envie de briller, montrer toutes ses capacités. Donc évidemment, tous les joueurs se subliment. Donc ce n'est pas surprenant d'avoir des joueurs qui avaient vraiment envie. Et c'est ce qui s'est vu sur le terrain. Donc ils seront félicités. Maintenant, après, on reviendra. Je pense qu'on aura l'occasion de les juger. Après, maintenant, le staff en lui-même, le staff technique, il y a du bon pour ce qu'on a vu. Et puis, il y a du moins bon. Du moins bon, moi, j'ai été désagréablement surpris de voir qu'en entame de match, on commence avec un 4-4-2, par exemple, le système tactique. Et je me suis dit, bah, tiens, l'entraîneur, il veut refaire le monde. Non, vous ne pouvez pas revenir à 3 jours d'entraînement et changer, mettre un système en place. C'était pour moi un peu bizarre. Okay. Et puis surtout que, lui-même, il a dit en conférence de presse, je me rappelle très bien, il a dit qu'il a suivi le match des éléphants en France, à Paris, contre l'équipe de France. Marseille. Voilà, et c'était un super match. Il a dit lui-même. Et donc, ça donne une certitude. Donc, pour votre premier match, après 3 jours d'entraînement, vous ne pouvez pas mettre un système nouveau. Donc, je pense que là, c'était une grosse erreur. Mais il a eu la qualité aussi, c'est cela aussi le grand entraîneur, de reconnaître qu'il s'est trompé, d'être réactif et d'être pragmatique. Il a changé le système et ça va mettre à son actif. D'accord. Charles Dago, est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, dans une certaine mesure, oui. Mais moi, je ne dirais pas que c'était moins bon en soi. Pour moi, il a osé. Il a certainement envie, lui, de jouer en 4-4-2. Il a certainement vu que les joueurs ivoiriens sont de qualité à être utilisés en 4-4-2 et il a essayé. Parce que c'est celui qui n'essaie pas aussi au football, qui ne se trompe pas. Mais même dans ce 4-4-2, en première mi-temps, on a contrôlé la partie. On l'a véritablement contrôlé. C'est vrai qu'on n'a pas eu peut-être beaucoup d'occasions, on n'a peut-être pas été trop dangereux, comme ce fut le cas dans le 4-3-3. Mais si la barre transversale n'était pas là quand on marquait le premier but, ça aurait été la même euphorie, à mon sens, tout de suite, parce que ce sont les buts après qui desserrent les choses. Et donc, le fait qu'il ait essayé le 4-4-2, pour moi, c'est une très bonne chose. Ça lui a permis de voir qu'avec Alain ou Christian... Est-ce que le moment était propice pour cet essai-là? Non, il n'y a pas de moment propice, à mon avis.
À mon avis, il a essayé quelque chose. Et ça, pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir qu'il apporte une nouvelle touche. Après, les qualités de joueur dont il dispose lui permettent de dire qu'en deuxième mi-temps, je peux jouer maintenant en 4-3-3. Aussitôt qu'il joue en 4-3-3, tout de suite, la situation se bloque. Donc pour moi, c'est une approche qui est positive. Ça lui permet de voir... parce que dans les matchs de foot, on ne reste pas arc-bouté sur un schéma. Il faut pouvoir avoir une certaine flexibilité dans les façons de jouer. Donc si tu joues toujours en 4-3-3, que demain tu as un adversaire qui arrive facilement à tout serrer, il va falloir réinventer le système de jeu et puis pourquoi pas venir le battre après. Donc la capacité qu'il a de changer, de jouer, pour moi, c'est une force que Gassé m'a montré. Très bien. Angela Loukpa, vous qui êtes reconverti en entraîneur, votre regard sur le jeu d'hier, de vendredi? Moi, je pense que c'est d'abord une victoire stratégique et puis ensuite une victoire tactique. Stratégique dans le sens où il a planifié quelque chose et il a souhaité jouer d'abord en 4-4-2 et puis en 4-3-3. Je ne suis pas sûr que ce sont des choses qui lui sont venues comme ça au pif. C'est quelque chose qui a été planifié, qui a été mis en place. Parce que quand je regarde le déroulé du match, je constate qu'on a un moment d'intensité qui est faible, qui est la première partie, et puis un autre moment d'intensité qui est très, très élevé. Alors, en 4-4-2, quand vous le voyez jouer, il fait de la gestion. Voilà, à travers particulièrement des joueurs qu'il a utilisés, qui sont des milieux d'ouverture, droite et gauche. Okay. Donc, je voudrais citer Boga sur le côté droit, et puis Gradel sur le côté gauche. Ce sont des potentiels numéro 10, donc des meneurs de jeu. Et c'est un friand de la gestion du jeu, c'est un friand de la conservation du ballon. Alors, il fallait mettre des personnes qui ont cette qualité individuelle technique qui vont permettre de garder le ballon en milieu de terrain et permettre d'évoluer progressivement. Vous savez, quand vous utilisez ce genre de joueur, tout de suite, vous avez plus le ballon. Or, qu'en football, plus on a le ballon, moins on est fatigué. Okay. Et puis, moins on a le ballon, plus on est fatigué. Donc, ça fait que quand on utilise deux joueurs qui ont de tels potentiels techniques, ça nous permet de nous rendre compte de ce qu'on appelle la gestion du jeu. Et dans cette gestion du jeu, il a regardé, pour moi, c'était le round d'observation. Il a regardé en 4-4-2. Et puis, quand il a su que le moment était venu pour placer l'estocade, alors, il a fait les remplacements qu'il fallait. Il a changé ce qu'il fallait changer pour passer en 4-3-3. Et puis là, on a gagné en percussion. Là, on a gagné en insistance au niveau des attaques pour que les buts puissent venir. Donc, c'est d'abord une victoire stratégique et puis ensuite une victoire tactique. D'accord, très bien. Magloire Diop, dans tous les cas, on vous a entendu dans l'élément, dans le reportage de NCI. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, Gassé, je l'attendais. Non, il faut le dire, la première chose que je dirais, c'est... Moi, je ne suis pas entraîneur comme coach Loukpa. Okay. Moi, je suis journaliste, je suis un observateur. La première chose d'abord, c'est que Jean-Louis Gassé a réussi à calmer les journalistes. Voilà. Il a réussi à pratiquement les désarmer. J'ai été vraiment surpris par cette capacité-là. Ils étaient armés pourquoi? Oui, on avait le croc, on l'attendait au tournant et il nous a montré que, contrairement à ce qu'il dit quand il dit qu'il lit pas la presse, je ne crois pas. Parce que c'est comme s'il savait tout ce qu'on disait sur lui. On avait même l'impression qu'il nous connaissait dans la salle et qu'il savait qui poserait telle ou telle question. Donc, il était vraiment bien préparé. Donc, et il a réussi à désarmer les journalistes. Il a montré une grande sérénité, comme je l'ai dit dans l'élément. Et ça m'a vraiment frappé. Et cette sérénité-là, je l'ai ressentie sur le banc de touche. Et je pense que c'est cette sérénité qui lui a permis de faire ce changement tactique-là qui nous amène la victoire. Mais la victoire, on l'obtient pas facilement, on l'obtient difficilement parce qu'on sort d'un moment faible. Le coach a parlé tout à l'heure de moments faibles. On a justement à l'écran là, Sangaré Badra Ali qui nous sort 3 balles chaudes. Et c'est à la suite de ça que nous ouvrons la marque grâce à Serge Aurier qui a été hué au stade.
et qui a sauvé son match avec ce but-là. Donc, je vais dire, ça n'a pas été une victoire facile. Okay. Le coach a essayé quelque chose. Il a vu que c'était trop tôt. Donc, il est revenu sur nos fondamentaux. Et les joueurs, tout de suite, on l'a remarqué, c'est un système qui maîtrise. Et je pense qu'il ne faut pas refaire le monde. La direction technique nationale de Côte d'Ivoire a analysé, c'est elle qui étudie les joueurs ivoiriens, la morphologie et tout. Elle a estimé que l'équipe de Côte d'Ivoire, le système qu'il ici, c'est le 4-3-3. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que les entraîneurs européens ils viennent, ils veulent changer le système. Patrice Baumel a essayé aussi, lors de son premier match, en faisant une défense à 3. Après, il est revenu à un 4-3-3. Donc, je vais dire, le coach Gassé a pu s'en sortir avec ce changement-là. Il a eu aussi le mérite d'opérer certains remplacements, comme celui de Sébastien Haller. Et je pense que tout ça, c'est à mettre à son actif. Très bien. On espère que ça va continuer ainsi. D'accord, et on l'espère tous. On a M. Bouillet au téléphone qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, on vous écoute. Votre avis? Voilà, il faut dire que je voudrais féliciter personnellement l'entraîneur Gassé. Voilà, on a vu qu'il a changé les donnes. Au départ, il a essayé quelque chose qui n'a pas marché, mais après, il a fait une autre touche et cela a donné un bon résultat. Au-delà de lui, je voudrais féliciter les joueurs même à qui il a eu confiance et qu'il a mis à la deuxième période. Je parle de Crespo et Zaha, et qui, à eux, ont apporté voilà, un plus au jeu. Voilà, je partage aussi l'avis du grand frère Charles Dabou. Il dit que il a essayé, mais à son actif, on pourrait dire que sa touche a été bien. Donc, c'est bien. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble du staff technique et tous les joueurs. Très bien. Merci pour votre avis. Donc, on entend des félicitations. On a lu également dans la presse des félicitations. Mais quand on se rappelle que lorsque Jean-Louis Gassé avait été choisi comme entraîneur, il y a eu beaucoup de polémiques, ça a fait couler beaucoup. Donc, est-ce que finalement, l'avis des journalistes, même des consultants de la population, a changé sur Jean-Louis Gassé? Je vais commencer par vous, Patrick Guité. Bon, est-ce que c'est un changement d'opinion? Non, j'allais préciser cela parce que, vous savez, lorsque un entraîneur arrive à la tête ou lorsqu'il y a un appel à candidature qui est lancé et qu'on a une short list ou on a une liste de 5 ou de 10, dans cette liste, on regarde la performance des uns et des autres, les performances d'antan, donc du passé des uns et des autres. Donc quand on regarde Jean-Louis Gassé et qu'on voit qu'il a beaucoup plus de défaites que de victoires et qu'on regarde un peu son parcours, qu'il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites, on est en droit de nous étonner du choix de la fédération. Après, ça ne veut pas dire que Jean-Louis Gassé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire ne gagnera aucun match ou ne remportera pas la CAN 2023, par exemple. Donc, c'est légitime pour nous de dire, attention, on a une liste où, par exemple, je dis n'importe quoi, on a Michel Desarbres, par exemple, qui a pris la tête donc de l'Ouganda et qui a fait des résultats avec cette modeste sélection nationale en Afrique et qui n'est pas choisi. Mais c'est Jean-Louis Gassé plutôt qui est pris. Donc on est en train de se poser des questions. Après, un entraîneur, il arrive, il a sa science, il a un contexte, il a des joueurs qui adhèrent ou pas à sa stratégie. Et le vendredi, on a vu qu'il a essayé, comme tout le monde l'a rappelé ici, il a essayé un 4-4-2. Pour moi, qui n'était pas scandaleux, parce qu'il voulait essayer quelque chose, même si je pense que ces joueurs de couloir, que sont Boga et Gradel, étaient beaucoup plus attirés par le cœur du jeu, au lieu d'être sur les côtés pour envoyer des centres, donc pour alimenter Haller ou bien Christian Kwame, qui ont dû trimer pour gratter des ballons. Et Christian également, qui pour ma part n'avait pas très bien compris son rôle, restait un tout petit peu campé aux côtés de Haller, au lieu de venir dans le cœur du jeu, rechercher du ballon pour que ses coéquipiers puissent trouver de la profondeur pour Sébastien Haller. Après, le coach, il a décidé de passer en 4-3-3. Ça a permis aux ailiers tels que Zaha ou Evra donc, de retrouver leur percussion et donc pour apporter du danger, donc des centres qui ont permis donc d'avoir ces buts-là. Donc voilà, c'est pas un avis à changer, non.
La position a évolué. Les positions évoluent. Est-ce que votre position a évolué ce soir, Patrick Guité, sur Jean-Luc Gasset? Ma position, c'était que Jean-Luc Gasset n'était pas le meilleur entraîneur sur la liste de ceux qui se proposaient à entraîner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est en train de faire ses armes avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a une réussite, c'est un match. Après, on attendra de voir, parce que l'objectif, ce n'était pas de gagner la Zambie. L'objectif, c'est de remporter la CAN, puisque la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Donc, quels que soient les résultats de la Côte d'Ivoire, tous ces matchs-là, même si les joueurs nous disent ce n'est pas des matchs amicaux, mais ça ressemble quand même à des matchs de préparation et d'acclimatation, bien entendu, de l'entraîneur par rapport à ses joueurs pour atteindre l'objectif qui est la CAN 2023. D'accord, très bien, merci. Je vais donner la parole à Babou Eric, qui est très impatient. Est-ce que finalement votre avis sur l'entraîneur Jean-Luc Gasset a changé ou a évolué? Non, je pense que Guité l'a dit et il a bien dit. On n'a pas de problème personnel avec Gasset. Bien sûr. Voilà, son profil, moi, à mon avis, n'était pas le bon profil pour entraîner l'équipe nationale. Okay. C'est mon avis. Et puis, c'est toujours votre avis ce soir? Oui, pour le moment, rien, en tout cas, ne peut me faire changer d'avis pour le moment. Okay. Parce que certes, on a gagné 3-1. Je l'ai dit, le contexte vraiment s'y prêtait. Baumel a gagné son premier match. Je ne sais pas, tous les entraîneurs qui sont arrivés à l'international ont toujours gagné leur premier match. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre ivoirienne. Donc, c'est une habitude. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, quand j'ai vu le début du match en 4-4-2 et puis après le changement, je l'ai dit, c'est bien d'avoir une flexibilité tactique, c'est très bien, mais je pense qu'il s'est trompé dès le départ. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il a voulu tenter quelque chose, ce n'était pas le bon timing. Après 3 jours d'entraînement, on n'invente pas un système pour une équipe qui a un système rodé, que vous avez vu jouer, que vous avez apprécié en France. Et donc, quand vous le dites, ça veut dire que, logiquement, votre première réaction, c'est de mettre ces joueurs-là dans cette situation. Et puis, faire évoluer le système, si vous avez l'envie de le changer. Mais là, j'ai été vraiment désagréablement surpris. Mais la flexibilité tactique, elle existe. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que je dis, il a un crédit encore. Mais pour le moment, j'attends de voir, comme on dit chez nous, affaire à suivre. Non, mais Eric, en fait... si j'étais à la place de l'entraîneur, puisqu'il parle de manque de fraîcheur physique des joueurs qui ont terminé un championnat harassant, qui étaient en vacances et qui sont revenus, qui physiquement n'étaient pas tellement prêts. Donc, densifier le milieu de terrain avec 4 joueurs pour jouer la sécurité et pour voir venir les Zambiens, je pense qu'il était peut-être dans cette stratégie-là. C'est pas ce qu'il a fait, justement. Tactiquement, c'est le système qu'il a mis en place, c'est pas densifier le milieu de terrain. Il a 2 milieux de terrain. Habituellement, lui-même, il jouait 3. C'est ça. Là, il n'avait que 2, Seri et Sangaré. Les 2 autres beaux gars, il n'est pas en position. En phase offensive, vous avez les 2 qui partent sur les côtés, donc pour attendre les ballons. Excusez-nous, on va parler tactique. On vous écoute, ça permet aux téléspectateurs de comprendre, bien sûr. Vous avez 4 milieux de terrain, parce que vous avez 4 milieux de terrain derrière les 2 attaquants. Vous avez plus de sécurité. Parce qu'il ne restera qu'à l'heure. Tous les autres vont se positionner défensivement. Non, mais moi, quand vous jouez en 4-4-2, vous n'avez que 2 milieux de terrain effectifs. Parce que les 2 qui sont excentrés peuvent ne pas revenir. Okay. Peuvent jouer véritablement comme des ailiers, comme Boga a tendance à le faire dans la percussion. Donc ça fait que vous perdez un milieu de terrain. S'il y avait Kessié, vous avez 3. D'accord. Tactiquement, l'entraîneur croate de la Zambie, Aliosa Hasanovic, tactiquement, il a créé des problèmes à Jean-Luc Gasset. Il faut saluer Badra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses ailiers, il les a placés sur les côtés pour empêcher Serge Aurier et Ghislain de monter. Ils ne sont même pas montés. Il a placé son numéro 10, celui de Fashion Sakala, le joueur des Rangers, des Glasgow Rangers. Il l'a placé à gauche. Et puis à droite, il a mis Banda. Et au milieu, on avait Patson Daka qui empêchait les relances ivoiriennes. Et puis derrière, vous aviez Enoch Mepou de Brighton qui faisait un travail remarquable dans l'entrejeu. Ils ont bloqué nos côtés. Même Jérémy Boga et Mas Gradel avaient du mal à percuter sur le côté en premier mi-temps. On était obligé de passer dans l'axe. C'est de là que le danger est venu. Donc je dirais que tactiquement, l'entraîneur zambien a bien lu l'équation que Gasset était en train de nous poser. Si vous permettez de renchérir. Gasset a le mérite d'avoir fait évoluer sa position en premier mi-temps. Ok, d'accord. Eric, et ensuite Charles. Eric, rapidement, 10 secondes. Si vous avez remarqué, on avait la possession de balle en premier mi-temps. On jouait bien, c'était plaisant à voir. Mais on n'avait pas la percussion. On n'a pas pu faire mal à cette équipe-là. Konan n'est pas monté. Pratiquement, la première mi-temps, il n'a pas pu monter.
il était bloqué, comme il a si bien dit, les couloirs étaient bouchés. Parce qu'il y avait Boga devant, il y avait l'autre côté Gradel. Contrairement où il y a souvent un qui peut bouger, changer. Et, pour terminer, écoutez, si vous suivez le fil du match, c'est Badra qui nous sauve. Avant les changements, hein. Je crois juste avant qu'il fasse ces changements. Sinon, si nous étions Badra, on était menés. Et ça très bien. D'accord, très bien. On peut encaisser Patrick, un but, on va permettre à... et puis égaliser. D'accord, très bien. On va permettre à Charles Dago donc de réagir. Merci. On ne va pas refaire le match. C'est ça. Mais on refait le match là. On va pas... Non, parce nous sommes là pour ça. Hein. Non, parce que, bon, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas regardé le même match. Ou bien qu'on ne regarde pas dans le rétroviseur. Parce que pour apprécier le match de Jean-Luc Gasset, celui d'avant-hier, il faut quand même regarder dans le rétroviseur. Comment la Côte d'Ivoire a joué hier avec Baumel, quelles sont les certitudes à partir desquelles nous étions, nous autres là, certains qu'on va gagner ce match ou on ne va pas le gagner. C'était ça la grande interrogation. Sur les 45 premières minutes, moi j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire contrôler le jeu. J'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire dont les sorties de balles arrivaient et où les joueurs arrivaient à finir les actions. Parce que la véritable problématique de la Côte d'Ivoire, c'était les sorties de balles et finir nos actions. En première mi-temps, nous avons fini nos actions. Nous n'avons pas peut-être été percutants, nous n'avons pas trouvé la faille, mais nous avons toutes les actions que nous avons menées, que ce soit par Boga, par Salin Gradel, les dédoublements, nous avons quand même fini les actions. Okay. Parce qu'au football, c'est ça qui est le plus important. En deuxième période, non seulement nous avons fini les actions, mais nous avons été plus percutants. C'est pour ça que les bandes de touche aussi sont très importantes. Si on regarde les garçons aussi les bandes de touche, alors qu'on sait qu'en fonction de leur qualité, on peut changer le système de jeu pour faire mal à l'adversaire, et que l'entraîneur le réussit, il faut le féliciter. Parce que nous avons une palette de joueurs qui nous permet de jouer en 4-4-2, en 4-3-3, en 3-5-2 également. En 4-5-1. Et donc, ce que Gasset m'a montré, c'est que c'est un entraîneur qui est capable de s'adapter et utiliser le potentiel de chaque joueur ivoirien sur ce seul match-là. Et pour vous, ça, c'est suffisant. On va donc parler justement des joueurs, donc des points à améliorer selon vous au niveau des joueurs. Angelor Loupa. Oui, avant d'arriver au niveau des points à améliorer, je voulais juste aller en arrière pour dire simplement que, vous savez, Gasset, il a quelque chose qu'il a envie de montrer, qui est sa patte. Et cette patte-là, elle se caractérise par la possession de balles. Il adore les joueurs qui ont un volume technique hors norme, qui peuvent garder le ballon. Et donc, en utilisant des numéros 10 sur les côtés, et en utilisant cette qualité, parce qu'il y a la densité en termes de nombre, mais il y a aussi la qualité des joueurs qui fait que M. Gasset, avec le décrochage du deuxième avant-centre, on se retrouve facilement à 4, voire minimum à 4, sinon à 5, afin de conserver le ballon. Okay. C'est pour cela que j'ai appelé cette période la période d'observation. Voilà. Donc, je reviens un peu là-dessus pour dire que, à mon avis, stratégiquement, il avait bâti quelque chose. Il n'y a rien eu de hasard. Il avait bâti quelque chose. C'est vrai qu'en un si peu de temps, on pourrait se poser la question à savoir, waouh, quelle stratégie. Mais oui, ça se fait. Il a 68 ans, il a 37 ans de carrière, il a de l'expérience. Donc ça, c'était quand même possible. Okay. Et sur les quelques points à améliorer. Moi, particulièrement, j'aimerais voir un joueur comme Boga dans l'entrejeu. Pour ce que j'ai vu hier, avec toutes ses percussions, avec son intelligence de jeu, avec sa hagne, tout ce qu'il a voulu bien apporter, ça serait vraiment intéressant de le mettre en position de numéro 10. Ce fameux numéro 10 qu'on ne voit plus du tout au jour d'aujourd'hui, okay? Que ce soit ce meneur de jeu-là, qui soit celui-là qui donne le tempo et autres et tout ça. Donc, j'aimerais vraiment qu'on le repositionne à ce lieu-là pour que dans les batailles futures, la Côte d'Ivoire aussi puisse savoir qu'à un certain moment du jeu ivoirien, quant aux velléités offensives que nous allons essayer de produire, on peut aussi compter sur un numéro 10. Parce que généralement, si vous constatez... En 10 secondes ? Oui, généralement, si vous constatez, nos occasions quittent depuis les demi-défensifs, c'est-à-dire celui qui fait la sentinelle, ou celui qui fait le box-to-box. On n'a pas ce relayeur offensif-là qui va apporter cette palette offensive-là vers les attaquants. Magloire Diop, oui, les points à améliorer au niveau des joueurs. Les points à améliorer, bon, je me rends compte que, franchement, Franck Kessié, il est indispensable à cette équipe, au milieu du terrain. Pour moi,
Il est vraiment indispensable à cette équipe et je l'ai encore remarqué le vendredi. Je pense aussi que le 4-3-3, c'est le système dans lequel il y a plusieurs composants du 4-3-3. Hein. Donc, vous pouvez jouer en 3-4-3, vous pouvez jouer en 4-2-3-1. Tout ça, ce sont les composantes du 4-3-3. Donc, c'est le meilleur système dans lequel ces joueurs-là que nous avons s'expriment parce qu'on a beaucoup plus d'attaquants extérieurs. Ça, c'est l'autre point que je note. Je note aussi que Seb Haller a vraiment du mal. Il a vraiment du mal à s'exprimer dans cette équipe. Pourtant, il avait fait une bonne entrée au stade de BMP, mais je ne sais pas ce qui se passe réellement. Peut-être qu'il va falloir qu'il nous dise un peu ce qui se passe. Maintenant, dernière remarque, je me rends compte que, bon, peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler, mais on a été vraiment lamentable sur les balles arrêtées. Lamentable sur les balles arrêtées. Et c'est bien sûr que Christian Kwame nous marque ce coup franc qui nous libère un peu. Mais avant ça, on a quel gâchis. Et donc, je souhaite qu'on travaille véritablement ces balles arrêtées-là qui décantent les situations quand le match est serré. Patrick Guité, vous avez un mot à dire sur les points à améliorer? Absolument, c'est sur les déplacements, de comprendre les déplacements de Sébastien Haller, l'alimenter beaucoup plus en ballon. Parce que, comme je vous le disais, sur les côtés, on avait deux attaquants, en fait. C'était deux joueurs qui peuvent jouer dans l'axe, qui peuvent jouer neuf. Donc, attirés par le cœur du jeu, attirés par la surface de réparation, qui ont envie également de finir les actions. Donc, ils n'alimentent pas assez donc, la surface de réparation. Donc, si on met des ailiers, c'est pour percuter et envoyer le maximum de ballons. Et je vous assure que si Haller touche 3 voire 4 ballons, il va gagner en confiance et se remettre en selle, comme ce fut le cas avec l'Ajax d'Amsterdam. D'accord, je vais me tourner vers Éric Babou et Charles Dagon, notamment pour cette question. Souvent, les Ivoiriens ou les populations ont du mal à comprendre le refus de certains joueurs de venir jouer en sélection nationale. Selon vous, en tant qu'ancien joueur, qu'est-ce qui explique cela? Je pense qu'il y a généralement 3 raisons. La première, c'est que le joueur, il performe énormément, il a ses ambitions personnelles, il espère jouer dans l'équipe nationale de France ou, je ne sais pas, d'Allemagne, et ces pays européens-là. Évidemment, ça peut se comprendre. Ça, ce sont ses ambitions personnelles. La deuxième, souvent, ils avaient une image qui n'était pas trop bonne avec l'équipe nationale. Certains qui sont nés là-bas n'ont pas cette envie de revenir. Ils avaient une image qui n'était pas souvent très bonne. Donc, quand ils ont la chance de côtoyer l'équipe nationale, ça change un peu la donne et ils commencent à s'habituer et ils commencent à revenir. Voilà, je pense que principalement, ce sont ces 2 raisons-là. Maintenant, il faut leur donner envie de venir. Il faut qu'autour de l'équipe nationale, ce soit bien structuré. Il faut qu'ils sentent le même professionnalisme qu'ils ont là-bas. Ils le retrouvent aussi en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et puis, après tout, il faut la fibre patriotique. Quoi qu'on dise, peu importe les difficultés qu'il y a au pays, il faut aimer son pays, il faut avoir envie de venir. Donc, rien ne peut justifier, en griffe, le fait qu'un footballeur refuse de défendre les couleurs nationales. Pour vous, même si les conditions ne sont pas réunies, un joueur devrait venir. C'est quand c'est difficile qu'il faut montrer son amour au pays. Voilà. On a connu des joueurs qui l'ont fait. Je prendrai une icône comme Eto'o. On a vu tout ce qu'Eto'o a fait. C'était difficile. Aujourd'hui, il s'est toujours battu pour son pays. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours trouver des excuses à certains joueurs. Mais il y a un moment, il faut qu'ils comprennent que le pays est plus important que leur ambition personnelle, que leur ego. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut dire simplement, pour résumer, que rien, à mon avis, ne peut justifier cela. Charles Dagon, est-ce que vous êtes de cet avis? Non. Non, simplement parce que je pense que Eric et moi, nous avons joué à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, j'ai été en 1994, j'ai été blessé en Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Malawi. Et l'aéroport d'Abidjan m'a donné 5 000 francs, je suis rentré à la maison. Combien? 5 000 francs CFA, je suis rentré chez moi. C'est une révélation de taille. Beaucoup d'anciens footballeurs ont été blessés en sélection et ont abandonné. Vous comprenez? Et donc, il faut, pour moi, il faut créer une certaine envie autour de l'équipe nationale. Il faut enseigner, si peut-être le mot enseigner est fort, mais quelque part cultiver l'identité nationale déjà. Mettre une politique au niveau de la fête en place de sorte que tout joueur rêve de porter le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Déjà. Parce que quand un joueur est professionnel et qu'il dit « moi, ça ne m'intéresse pas de venir en sélection, que je veux me consacrer à mon club », pour moi,
pour moi, c'est parce qu'on n'a pas cultivé cette envie-là permettre aux joueurs. Regardez les joueurs français, quand ils appellent l'équipe nationale. Mais ça pleure, les familles, ils sont tous heureux. Le joueur et ses parents sont heureux de voir leur garçon, selon les parents, de voir leur garçon être appelé à l'équipe nationale. Est-ce que ça, c'est pas la fibre patriotique qui explique ces joueurs? C'est parce que c'est un rêve pour le joueur. Parce que normalement, un footballeur, le couronnement de sa carrière doit finir à la limite, avec l'équipe nationale, avec l'équipe nationale. Mais chez nous ici, dès l'instant où un joueur, il pense qu'il peut être puissant dans son club, et que s'il vient en sélection, il ne jouera pas, par exemple, ou les conditions ne sont pas peut-être réunies, ou pour prendre l'avion. Enfin, il y a tellement de problèmes, il s'est dit, c'est pas la peine que je vienne dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça voudrait simplement dire qu'on a failli, au niveau, à mon avis, au niveau de l'instance, on a failli. Parce que je me souviens très bien qu'ici, dans les années 80-90, c'était un rêve d'aller à l'équipe nationale. Okay. Quand moi, je n'ai pas été sélectionné pour Burkina 98, j'en ai pleuré en cité universitaire. Ah bon? C'était ça, oui. J'en ai pleuré sérieusement. Parce que mon rêve, c'était toujours d'être dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui, Seko Fofana peut se permettre, grand footballeur qu'il est... On va parler de lui. Non, je viens, grand footballeur qu'il est, et qui était déjà venu en équipe nationale pour une première fois, peut se permettre de dire, moi, je vais me consacrer à mon club. Je pense quelque part que nous, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut emmener un garçon qui rêve de venir jouer en équipe nationale, qui devrait normalement jouer en équipe nationale, de dire non. Parce que dans son club, il sera plus respecté quand il joue en équipe nationale que lorsqu'il ne joue pas en équipe nationale. D'accord. Je vois Patrick Guité qui est très impatient, mais je vais donner la parole à un téléspectateur qui est en ligne depuis quelques minutes, Monsieur Ahmed Sow, qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Alors, quel est votre avis ce soir sur le sujet? Ok, merci à NCI. Je voulais profiter de l'occasion pour féliciter toute la Côte d'Ivoire concernant ce beau stade à l'intérieur, parce que nous, on est à l'intérieur, et c'est rare de voir les matchs des éléphants. Et merci encore à l'État de Côte d'Ivoire. Mais je voulais venir un peu sur le cas de l'entraîneur. Moi, je ne peux pas me baser sur ce match-là pour féliciter l'entraîneur. Jamais. Et je voulais profiter aussi pour dire au grand frère Dagochal qu'il évite de nous endormir sur le plateau. Voilà, pour nous dire, quand il nous dit que non, l'entraîneur... Vous endormir, c'est un peu fort quand même. Non, pas fort, mais... Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, mais vous pouvez le dire autrement. Ok, je ne suis pas du tout d'accord avec... oui, c'est pourquoi il dit endormir, parce que le cas Gassier, il faut le dire que l'entraîneur est venu, on a... Plein d'Ivoiriens n'ont pas du tout apprécié, mais avec le match, dès le début du match, on a vu les limites du jeu, hein, parce que nous était le gardien, et si la Côte d'Ivoire encaissait, je vous assure que le match n'allait pas se terminer sur 3-1. C'est-à-dire qu'on allait perdre ce match. Et on a vu dans les premières minutes, et je vous informe que c'est rare de voir la Côte d'Ivoire ici en Côte d'Ivoire. 45 premières minutes n'est pas marqué de but, c'est rare. Et moi, j'ai été tellement inquiet qu'on a passé déjà les 45 premières minutes et il n'y a pas de but jusqu'à la 60 et quelques minutes. Et qu'il n'y a pas de... Le jeu, il faut dire qu'on a eu que la baraka d'Allah. Sinon, je vous assure que ce match-là, s'ils avaient marqué le premier but, ça allait changer. On n'allait même pas parler. Le match allait se terminer soit sur 1-0 ou 1-1. Parce que ça n'allait pas se terminer. Donc, pour moi, je pense me baser sur ce match pour dire que non, cet entraîneur est de qualité. Très bien. Voilà, donc c'est ce que je veux. Merci. Merci. Très bonne émission à vous, que Dieu vous bénisse. Merci, on vous a compris et merci pour votre appel. Charles Dago, vous voulez réagir rapidement à ce qu'il a dit? Oh non, c'est un supporter ivoirien qui a vu un autre match que moi. Okay. Donc, peut-être ce sont les termes qu'il utilise qui sont peut-être déplacés, mais tout à fait. Il est libre de penser que... Mais qu'il sache seulement que le Real Madrid, qui a pris la Ligue des Champions, a gagné tous ses matchs dans les 10 dernières minutes. Et donc, on peut être dominé et puis gagner à la fin. L'essentiel, c'est que les Ivoiriens ont gagné. Maintenant, si lui n'a pas apprécié, ça, c'est autre chose. D'accord. Patrick Guité, justement, sur le refus de certains joueurs de venir en sélection, vous n'étiez pas d'accord avec... Non, c'est qu'il faut identifier ceux qui refusent de venir en sélection. Ce ne sont pas des personnes qui ne sont jamais venues en sélection, ce sont des joueurs qui sont déjà venus en sélection et qui, après, disent « moi, je préfère me consacrer à mon club ». La question qu'on a se poser, c'est
Pourquoi est-ce que le joueur qui est arrivé, donc qui a accepté, alors que Seko Fofana, il aurait pu porter un autre maillot à l'époque, une autre couleur. Il est arrivé, il a joué avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il a même participé à la rencontre face au Maroc, ici même, qui nous élimine pour la Coupe du Monde. Donc, il avait envie d'être en sélection. Il est venu. Maintenant, il ne veut plus venir. Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus venir? Depuis, le garçon ne donne pas les raisons, mais c'est sûr qu'il y a des raisons qui font que Seko Fofana dit... Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Vous étiez en sélection. Mais c'est pour ça que je parle de culture. S'il vous plaît. Vous étiez en sélection. Il y a certains qui disent je suis venu en sélection, je me suis blessé. La sélection ou l'équipe, la fédération n'a pas suivi mes soins. J'étais obligé de me faire suivre par mon club. Donc, si mon club qui a pris en charge mes soins me dit oh, toi, quand tu pars en sélection, eh bien, tu te blesses. Et quand tu reviens, ça retombe sur le club. Nous, on préfère te dire, tu choisis entre ton club ou la sélection nationale. Okay. C'est maintenant aux joueurs de dire oui ou non. Il y a d'autres choses. On vient donner 5 000 francs, tout ça. Ça peut être des raisons qui font qu'il y a des joueurs qui disent que moi, franchement, l'équipe nationale, c'est combien de matchs par saison? Le club, c'est combien de matchs par saison? Mon cachet avec l'équipe nationale, c'est combien? Celui avec pays vous va terminer. Avec mon club, ça fait combien? Il fait son choix. Et moi, je dis que les joueurs sont libres de faire leur choix. Merci, après, Patrick. Au coach de choisir un ou pas. Non, le coach, les joueurs sont libres. Merci, Patrick Ité. On vous a bien compris et je sais que plusieurs ne sont pas d'accord avec vous, mais on va faire juste une petite pause et on revient pour poursuivre ce débat enrichissant. Donc sur le plateau de NCI 360, si vous nous prenez en cours, nous parlons donc ce soir de la première sortie des éléphants face à la Gambie. Donc on a décrypté un peu le match et je vais permettre à vous, chers invités, de dire un mot rapide. On va fermer cette première partie d'émission parce que le temps imparti est bien arrivé à son thème. Mais un mot rapide sur ce scandale qui secoue la SEC Mimosa, une affaire de viol présumé sur mineur à Solbeni qui a même amené la BAD à résilier son contrat de prestation avec la SEC. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en savez? Quel est votre avis? Éric Babou, est-ce que c'est un sujet dont vous avez entendu parler? On a eu quelques échos, mais je pense qu'avant de porter un jugement définitif, il faudrait que cette affaire-là soit un peu plus creusée. On attend d'avoir un peu plus d'informations. Donc pour le moment, je dirais que je éviterai de me prononcer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas encore véritablement. Charles Dago? Moi, je dirais que c'est une mauvaise passe pour la SEC Mimosa, qui est notre équipe référence en Côte d'Ivoire. Donc, entendre ça, et surtout que le plaignant, c'est la BAD, pour moi, ça ne fait pas trop bien pour la SEC Mimosa. Mais je suis d'accord sur ce coup avec Eric, il faut attendre. Il faut attendre parce que normalement, la SEC est dirigée... Il faut attendre quoi exactement? Il faut attendre les enquêtes, parce que j'ai eu dit que la SEC... a protesté. A contesté quand même ces dires-là, cette accusation. Donc, attendons de voir la suite des événements, mais sinon, force est de le connaître. Même le fait de le dire déjà, contre la SEC Mimosa, pour moi, ce n'est pas déjà bien. D'accord. Patrick Ité, Magloire Diop, vous êtes des journalistes. Est-ce que c'est un dossier que vous avez suivi un temps soit peu? Patrick Ité? Bon, suivi, non, on a reçu l'information, donc le communiqué de la BAD qui, quelques temps après, en fait, a connu une réponse donc, de la part de la SEC, qui a accusé donc, la BAD donc, de diffamation. Donc, nous également, nous attendons donc, de creuser l'information pour avoir un peu plus d'éléments pour pouvoir juger. Mais en tout cas, l'information, c'est que la BAD accuse un élément, donc un agent de la SEC Mimosa, donc d'attouchement sur un enfant, et la SEC Mimosa rétorque que c'est pas vrai. Donc, je pense que la justice va trancher. Magloire Diop, rapidement. Oui, rapidement, je dirais que je pense les faits se sont déroulés en novembre, donc il y a 8 mois. Novembre 2021, ok. Pourquoi c'est fin mai, pourquoi c'est maintenant que la BAD réagit? Je pense que dans ce laps de temps-là, il a dû avoir des échanges pas très catholiques entre les deux parties. Vous pensez à quoi, par exemple? Non, mais je pense que c'est une affaire qui a... Ça, c'est un problème de communication. Là, nous sommes en pleine bataille de communication parce que la SEC, ce n'est même pas le problème, ce n'est même pas le fait qui est évoqué dans cette affaire-là. Mais la SEC estime plutôt que son image est salie par une institution aussi sérieuse que la BAD, parce que la SEC estime que
c'est une réaction complètement disproportionnée. Et donc, évidemment, derrière cette affaire, la SEC voit un décès inavoué. Voilà, c'est ça le problème. Et si la BAD réagit maintenant, c'est parce que j'estime aussi que peut-être que l'affaire a été mal gérée ou n'a pas été gérée comme elle l'espérait. Et donc, c'est dommage. Moi, je pense que quand vous êtes partenaire, quand il y a un problème, vous devez régler vos problèmes, vous. Mais quand deux partenaires n'arrivent pas à s'entendre sur un problème qui se pose entre eux, eh bien voilà comment ça éclate. Et quand ça éclate, ben ça éclabousse. Merci Barbara Diop. Merci, on a bien compris, on a pris votre avis. Nous sommes donc à la fin de cette première partie d'émission. Merci d'avoir répondu à l'invitation de NCI. Nous allons maintenant aborder cette deuxième partie d'émission. Comme je le disais en titre ou en sommaire à l'introduction de cette émission, Charles Blé Goudé a quitté il y a 1 an. Charles Blé Goudé a obtenu son passeport ivoirien ce lundi des mains de l'ambassadeur ivoirien aux Pays-Bas. Donc Charles Blé Goudé a attendu pendant plus de 10 mois avant d'obtenir ce document. Revenons sur cette situation dans ce reportage de Thiemé Dondje, dans lequel également vous avez la réaction de plusieurs autorités. Charles Blé Goudé, président du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, peut envisager désormais, avec plus de possibilités, son retour au bercail. Il a entre ses mains depuis hier lundi son passeport. Un geste du pouvoir d'Abidjan, unanimement salué au pays par des partis politiques. Le dialogue politique que nous avions eu il y a quelques semaines avait conclu sur la nécessité de faciliter son retour. Je suis heureux que le chef de l'État ait donné suite à cette conclusion du dialogue politique. C'est un acte de décrispation que je salue. Ce qui est malheureux dans l'environnement de guerre, c'est qu'il y a des ressentiments profonds qui peuvent surgir, quel que soit l'environnement, quelles que soient les postures. Nous avançons donc allègrement vers un autre État, un État donc de cohésion, de réconciliation. C'est difficile de vivre en exil. Le président de la République, le gouvernement a bien pensé en lui délivrant ce passeport. C'est une question qui a été prise à corps et à cœur par le président de la République, qui, comme vous le savez, lorsqu'il promet, il fait. Je voudrais le féliciter pour toutes les actions de cette nature, tendant effectivement à réconcilier les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, à renforcer la cohésion sociale. Au-delà du satisfecit, tous disent relever un pas majeur sur le chemin de la réconciliation, à travers la satisfaction d'une recommandation du dialogue politique. Une dynamique que tous appellent à maintenir. Maintenant, il faut poser d'autres actes et c'est toutes les parties qui sont concernées par les efforts à faire vers la réconciliation. Nous devons continuer à multiplier, nous, acteurs politiques, gouvernement, président de la République, multiplier les actes qui vont faciliter la réconciliation, la cohésion nationale. Il n'y a nulle victoire de quelque parti que ce soit. Il y a la victoire de la paix, il y a la victoire de la fraternité, de la solidarité. Toutes les actions doivent se faire dans un cadre de concertation, dans le jeu de la confiance et en respectant les enjeux républicains. Je voudrais féliciter M. Charles Blé Goudé pour la dynamique dans laquelle il s'est inscrit depuis son acquittement par la Cour pénale internationale. M. Charles Blé Goudé a pris une option très claire, rentrer en Côte d'Ivoire, participer au processus de réconciliation, poser lui aussi sa pierre dans la consolidation de cette marche, cette nouvelle marche, consolider la paix sociale. Je pense que c'est une option très claire qu'il a affirmée depuis longtemps. Notons que dans des déclarations de presse, d'autres formations politiques nationales se sont également prononcées sur la remise du passeport au président fondateur du COJEP. Sur la liste, le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui soulignera qu'au nom de l'intérêt national, aucun sacrifice n'est excessif pour la réconciliation et la cohésion sociale. Merci donc de suivre NCI 360 pour cette deuxième partie d'émission. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Arthur Bonga, qui n'est plus à présenter. Bonsoir Arthur. Bonsoir Aline. Merci d'être là. Landry Kyo également, qui n'est plus à présenter. Bonsoir Landry. Bonsoir. Et merci d'être là. Ambroise Thietier, journaliste éditorialiste, merci d'être avec nous. Merci. Nous avons Franck Stéphane Dédi. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Vous également, vous êtes un habitué de ce plateau.
professeur Dion. Bonsoir, professeur Dion. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et docteur Paul Agoubli. Merci. Paul Agoubli. Merci à tous d'être là. On l'a vu, Charles Blé Goudé a obtenu son passeport. Cela a été salué par plusieurs et j'imagine que ce n'est pas le contraire pour vous, à moins que quelqu'un ici sur ce plateau ne salue pas cette initiative. Arthur, pourquoi ce visage? Non. D'accord. Alors la question que plusieurs se posent, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant que Charles Blé Goudé obtient son passeport, après avoir attendu pendant plus de 10 mois. Arthur Bonga? Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. C'est vrai que traditionnellement les demandes de passeport ne mettent pas assez de temps, autant de temps, je veux dire. Mais après, je ne pense pas que Blé Goudé, au moment où nous sommes en train de se parler, se pose la question de pourquoi tant de temps. Je pense qu'il est plus dans la joie de retrouver son passeport et continuer les discussions pour pouvoir entrer de façon plus calme et sereine dans son pays. Je pense que c'est ça le plus important. N'oublions pas que ce sont des personnalités. Dans tout ce qu'on a eu comme personnalité, il y a eu à la fois du juridique, mais aussi un peu de politique. Donc, quand on est dans cette situation-là, rationnellement, ce n'est pas traité. On était dans une situation anormale, selon vous? Pas anormale, je dirais exceptionnelle, parce que le personnage est exceptionnel, parce que la personne est exceptionnelle, est quand même encore condamnée ici. Et donc, il y a forcément dans ce genre de situation, comme tout ce qui va se passer ensuite. Je pense que là, on ouvre un chapitre politique pour Blé Goudé, pour tous ceux qui sont dans cette situation-là. On a eu la même chose. On peut se poser la même question pour tous ceux qui ont bénéficié d'amnistie, etc. Sans le justifier, je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Mais le plus important, j'ai envie de le dire, c'est mieux vaut tard que jamais. C'est mieux vaut qu'il ait son passeport. Et j'insiste sur le fait que je pense que Blé Goudé soit en train de se poser cette question-là. Je pense qu'il est plutôt dans la dynamique d'être content et essayer de rentrer en Côte d'Ivoire. Landry Kyo, votre avis? Alors moi, mon avis est celui-ci. Vous savez, dans tous les cas, il y a deux personnages pour lesquels je manifeste une profonde admiration. La première, c'est le président de la République qui a montré que à ce cas, il apportait du prix. La preuve, il a dépêché son chef de cabinet auprès de Charles Blé Goudé. Cela veut dire il a pris le dossier en main. Et quelques semaines après, nous avons vu le dénouement de l'affaire. La seconde personne, c'est Charles Blé Goudé lui-même, le président. On a connu un leader syndical, on a connu un activiste politique, on a connu ensuite l'homme politique en tant que président de parti politique. Et désormais, on est en train d'envisager, il nous permet d'envisager le futur homme d'État. Avec sérénité, sans jamais tomber dans la passion ou dans les émotions, il a réclamé ce qui lui revenait de droit. Ses partisans aussi. Et bien sûr, toutes les populations du village de Pau dont il est originaire. Pour ma part, c'est qu'il faut considérer la capacité pour ces deux hommes-là, de deux générations différentes, à pouvoir créer un cadre de dialogue où ils se sont concentrés sur une sorte de programme. Ils se sont concentrés sur ce qu'ils voulaient faire, ce qui devait être fait, et ils se sont donné les moyens d'aboutir. Quand Blé fait une dernière publication où il dit « Mon retour est imminent », quelques heures après ou quelques jours après, on le voit aller chercher son passeport. C'est pour dire que dans ce pays, on est capable de pouvoir se parler, peut-être pas directement, mais de créer les conditions d'un règlement serein de toute situation sans jamais basculer dans l'outrance. Et là, c'est admirable. Landry Kyo, pour vous, est-ce que Charles Blé Goudé a changé? Est-ce là que vous êtes en train de nous dire ce soir? Moi, je lui accorde cela. Je suis optimiste de nature. Et j'estime que dans la vie d'une personne, il y a la possibilité de se transformer, de se transcender. Et il va falloir lui accorder ce crédit-là. Parce que déjà, il pose un acte fort. Pour moi, on a apprécié, on a considéré les actes qu'il a posés, on a considéré son propos et son discours. Et il serait parfois de mauvaise foi de continuer à pouvoir penser un seul instant que Blé est en train de louver. Pas quand on a 50 ans. Et quand on a ce parcours-là, on a ce vécu, on a surtout ce poids de l'histoire sur soi, on a bien envie de démontrer qu'on est capable de meilleur, capable de autre chose. Et Charles est en train de se construire sa vie politique, il est en train de construire un avenir, il veut proposer quelque chose aux Ivoiriens. Dans ce cas-là, il rentre dans son pays afin de participer à la construction de cette nouvelle Côte d'Ivoire qui, pour ma part, est tout à fait légitime pour lui de se dire que cela ne peut pas se faire sans lui. Merci. Ambroise Téti. Oui, la question du pourquoi, moi j'y réponds très simplement. Plusieurs éléments se sont impliqués. Il y a le politique,
il y a l'administratif, il y a le juridique. Voilà, donc ça peut expliquer ça. Et comme il a dit aussi, la personnalité de Blé, qui n'est pas un citoyen ordinaire, qui est parti à La Haye, et il ne pouvait pas revenir comme ça, comme s'il était allé à la gare de Lyon. Donc c'est normal que ça mette autant de temps pour qu'il rentre. Et d'autant que quand le président Laurent Gbagbo est rentré, la question du retour de Blé s'est posée tout de suite. On dit, mais pourquoi il n'est pas revenu avec lui? Ça crée un petit débat. Tout le monde s'était posé la question. Voilà, ça a créé un débat. Donc aujourd'hui, Blé rentre, je crois que poser la question, ça me semble tout à fait anecdotique, hein, si j'ai pi dire. Parce que s'il faut se réjouir du fait qu'il va rentrer bientôt. Parce que les éléments se mettent en place là pour qu'il rentre. Parce que là, c'était l'élément le plus important, l'obtention du passeport. Maintenant que c'est fait, je crois que le reste va aller comme sur des roulettes. Puisque je crois qu'ils ont pris langue, hein, le gouvernement et lui, et pour arrondir les angles, pour qu'ils rentrent. Bon, n'oublions pas aussi qu'il y a comme une épée de Damoclès, la condamnation à 20 ans qui est là. Bon, tout cela va se régler après quand il va rentrer. D'accord. Je crois que le fait qu'il ait eu son passeport, déjà, on doit tous s'en réjouir, parce qu'ils étaient à deux à La Haye, et un rentré. Il n'était pas normal que l'autre ne rentre pas. Maintenant, l'autre va rentrer bientôt, tout se met en place pour qu'il rentre. Je crois qu'il faut s'en réjouir déjà. Merci. Franck, Dédi, Stéphane. Pour répondre à votre question, il y a 3 sentiments qui m'animent. Lesquels? Le premier, c'est un sentiment de joie que je partage avec le ministre Charles Blé Goudé, qui reçoit son passeport après tant de temps d'attente. Il doit actuellement savourer avec sa famille cet état des fêtes parce qu'il va bientôt retrouver ses proches. Je pense que pour tout le monde autour de la table qui voyageons régulièrement, on a le mal du pays même après 2 semaines en moyenne. Donc pour quelqu'un qui est resté un peu plus de 10 ans hors de la Côte d'Ivoire, il doit être content aujourd'hui. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de perplexité qui trouve même son essence dans votre question. Pourquoi autant de temps? D'un point de vue rationnel, moi je suis gêné quand on essaie de justifier cela. Pour moi, rien ne le justifie. D'aussi longtemps que je m'en souvienne, quand je me suis fait établir un passeport en Côte d'Ivoire, ça m'a pris pas plus de 3 jours. D'accord? Et je reste convaincu que la Côte d'Ivoire évolue dans le temps vers le positif. Donc je ne comprends pas que pour quelqu'un comme moi qui a fait son premier passeport en 2008, ça m'a pris moins de 3 jours. En 2022, 14 ans plus tard, quelqu'un demande un passeport, ça lui prend un peu plus de 10 mois. Le troisième sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de honte. Parce que l'image que mon pays renvoie est affreusement honteuse dans la mesure où je pense qu'il y a des façons bien plus élégantes de gérer ce genre de situation-là. Malheureusement, on est en face de certaines situations où les so-called, donc ceux qu'on appelle les intellectuels, on va dire, n'arrivent pas forcément à toucher les problèmes du doigt, peut-être parce qu'il y a certains intérêts à protéger, mais je pense que la Côte d'Ivoire, pour le chemin sur le développement sur lequel on est, devrait pouvoir s'éviter un certain nombre de polémiques comme celle-ci. Je pense que si on pense que la venue du ministre Charles Blé Goudé serait corollaire d'un certain nombre de choses négatives, je pense qu'il y a des moyens élégants de gérer ça directement avec lui, mais pas à bloquer la production de son passeport, que cela soit dans les journaux, qu'à l'international, on se moque de nous par rapport à cette situation. On nous dit qu'on est développé alors qu'en 3 jours, on ne peut pas établir un passeport et tout. Donc, pour moi, c'est totalement gênant et je veux bien le dire de cette façon, c'est gênant. Mais, comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc, j'espère qu'avec la délivrance de son passeport, l'on est enfin engagé sur le chemin de ce qu'on a appelé la réconciliation, qui devient un programme politique pour plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. Et j'espère que son retour va être peut-être la dernière pièce manquante de cet édifice qu'on appelle la réconciliation. On a bien noté votre avis. Professeur Dion. Alors, j'aurais un point de vue un peu décalé par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. D'accord. Blé Goudé rentre, oui, nous sommes contents. Parler comme les anciens Romains, hoc erat in votis. Cela était dans nos voeux. C'est
une exigence de la réconciliation nationale. Ça nous met en conformité avec notre Constitution qui nous dit qu'aucun Ivoirien ne doit rester en exil loin de son pays. Et puis, c'est conforme au droit. On a un juriste sur le plateau. Il y a le principe de l'accessoire et du principal. Ce qu'on a appliqué au principal, c'est-à-dire à Laurent Gbagbo, dans le procès qu'on leur a intenté, on doit logiquement l'appliquer à l'accessoire puisque Blé était dans le même bateau que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo reçoit son passeport, il rentre dans son pays. Blé Goudé ne reçoit pas son passeport au même moment, il n'entre pas au même moment. Voici un peu la pertinence de la problématique que vous posez. C'est pourquoi, après 8 mois, je crois, Blé Goudé reçoit son passeport. 10. J'ai la faiblesse de penser que quand on fait une analyse, surtout dans le domaine de la politique, il faut être réaliste. Blé n'est pas n'importe qui. Blé, c'est, on va dire entre griffes, un être ou un monstre, pas dans le sens négatif du terme, mais un géant que le FPI originel a produit. Tout comme Simone Babo, tout comme Afinguessan, tout comme certaines structures. Donc, quand Blé rentre, Blé ne peut pas rentrer. Je suis dans la logique politique et je suis très pragmatique. D'accord. Blé ne peut pas rentrer comme tout le monde rentre. Et je dis pourquoi. Il faut avoir à l'esprit que nous allons à une échéance importante, qui est 2025. Un homme comme Alassane Ouattara, aussi méticuleux et aussi organisé, qui prépare ses troupes pour la bataille, il est le maître des horloges en politique en Côte d'Ivoire. C'est lui qui définit, je le dis, le timing de ce qui peut se passer. Quand Blé rentre, il rentre quand? Il rentre comment? Pourquoi il rentre? Et il rentre pourquoi? Une fois que ça c'est clair, ça entre dans la vaste stratégie globale politique qui se met en place. Quand le chef de cabinet du président de la République se déplace pour aller parler avec Blé Goudé, quelques jours, je pense, avant qu'il ne reçoive son passeport, je ne crois pas que ce soit pour aller évoquer le souvenir de la Fessie. Quand vous voyez cette image qui est derrière vous, Blé Goudé qui exhibe son passeport devant le portrait du chef de l'État, quand on fait une analyse politique, il y a des images et il y a des signes qui ne peuvent pas vous tromper ni vous distraire. D'accord. Professeur Dion, on va vous permettre de développer ça. Il y a Paul Agoubli qui est très impatient de donner son avis sur cette première question. On vous écoute donc. Oui, mais c'est une belle transition de me prêter de passer la parole. Cela dit, pour en revenir à des considérations peut-être, je veux dire, basiques, je dirais la question inaugurale est de savoir si on est heureux à plus d'un titre, parce que c'est un concitoyen qui regagne ses terres natales. Et comme le cadre de la Constitution a été rappelé tout à l'heure, il s'agit effectivement de nous conformer à ce qu'elle prescrit. Parce que, et là pour le coup, je tenterai, après ce qui a été dit de l'ordre du juridique, du politique, je tenterai une analyse d'un point de vue de la philologie simplement. C'est-à-dire, si on regarde bien notre Constitution et nos textes fondateurs, on a l'impression, on a le sentiment de penser qu'ils ressortissent à une modernité très proche, alors qu'ils ont un point d'attache qui est ancien. On a cité le cas de l'Antiquité classique ici, mais c'est peut-être de là que vient la question de l'exil. De là que vient la question de l'exil. Et c'est une question d'ensemble. C'est une décision populaire de maintenir un individu qui trouble la paix sociale hors de la société précisément. Et si on regarde le cas de Charles Blé Goudé, on nous explique effectivement, et à bon droit, que la décision du chef de l'État a prévalu et qu'elle était importante et que l'affaire s'est réglée d'un point de vue politique. Mais je pense que celui qui est mis de côté de plus en plus dans les questions effectivement politiques en Côte d'Ivoire, c'est le peuple et son ressenti. À partir de ce moment-là, on pourrait se considérer tout le monde simplement comme des citoyens. Et à partir du moment où on est citoyen, effectivement, la loi doit nous être appliquée.
le co-débatteur, le collègue tout à l'heure, peut-être le mentionnait, que le fait de la délivrance d'un passeport, je veux dire, réfléchir simplement naïvement, relève de quelque chose de simplement administratif. À partir du moment où ça s'est fait, il faut clarifier la situation d'un point de vue national pour indiquer quelle est la spécialité du personnage qui explique que ce qui relève simplement du droit, ce qui relève simplement du juridique, et je viens de le dire, probablement de l'histoire, des principes et des symboles, ne lui est pas appliqué. La réponse qu'on va me réserver simplement, ça serait de dire que Blé Goudé, c'est un personnage particulier. Dès lors que ce problème est posé, je pense qu'après avoir... 10 secondes pour terminer. Après avoir déterminé la chose comme elle est faite, moi, j'écouterai ce qui est dit ici et là sur le plateau, et puis peut-être verra-t-on si on a intérêt effectivement de préempter effectivement la politique et de la regarder comme un fait effectivement une course ou un jeu de cartes à partir duquel effectivement on exclut le droit à la logique des enjeux. Et puis bon, ceux qui sont les maîtres du jeu effectivement jouent à leur jeu favori. D'accord, merci. Je vais donner la parole à Arthur Bonga, mais avant, on a un téléspectateur, M. Coutron, Julien, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur. Quel est votre avis? Bonsoir. On vous écoute? Oui, c'est M. Gogo, Julien. M. Gogo, d'accord. Autant pour moi. D'accord. Alors, ma préoccupation est la suivante. Je disais que pourquoi ce qui concerne les sujets politiques, on est obligé de passer par la justice. Si le politique doit être dans les mêmes positions. Je prends des cas, on a des cas exceptionnels, par exemple, de M. Srudium, et tous ces cas qu'on a réglés en Côte d'Ivoire, c'est fait de façon politique. Pourquoi ne pas aller directement sur les décisions politiques pour faire avancer le pays? Alors, dans une chronique, je disais que le président Alassane Ouattara est bien placé. Il a les jeux en main. Dans ce cas, on doit comprendre que celui qui a tout gagné, ben, finalement, les gens vont suivre ce qu'il a dit. Et dans un combat, ils pensent que c'est l'homme qui a fait le plus sirène face à toute la crise ivoirienne. Ils vont tourner celui qui a le dernier mot. Alors, c'est d'aller d'une volonté politique, dit au chef de l'État, on a connu une telle situation, aujourd'hui nous voulons avancer, donc on veut faire des sacrifices, prenez des décisions politiques, laissons la justice pour qu'on puisse avancer. Parce que peu importe la condamnation de la justice ivoirienne, c'est toujours le politique qui a le dernier mot. Donc, en un mot, il faut laisser faire les choses, que le politique décide pour que le pays se réconcilie et que nous avançons. Voilà, c'est une bonne chose que ça Blé Goudé revienne. De façon à mettre autant de temps qu'il faut. Mais parce que les rois, dans ces rois, il y a extrêmement des choses à régler, comme on a sur le plateau. Il faut forcément des décisions politiques. Pensons aussi au cas de Srudium pour qu'il puisse revenir encore déjà comme ça Blé Goudé. Il était au RDP. Voilà, donc aujourd'hui, il faut créer tous ces cas par des cas politiques, par des décisions politiques, que de traîner en justice avec des faits pour nos frères qui sont en exil. C'est vraiment une doléance qu'on fait devant la nation pour que le pays avance. Merci. On a bien noté votre avis. Arthur Bonga. Déjà, je vais déjà réagir sur les propos du téléspectateur. Moi, je pense que la justice, c'est la base. On peut pas passer directement à la politique. C'est-à-dire, quand je prends une crise comme la crise ivoirienne, il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats. Il faut quand même qu'on juge, qu'on sache qui a fait quoi. Et après ce chapitre justice, on peut passer maintenant au chapitre politique, qui est de dire, OK, bon, par exemple, après 5 ans, après 10 ans, le président de la République, de toute façon, on va toujours rattraper ça juridiquement parce que la Constitution lui donne le droit de gracier. Il peut toujours, on peut aussi voter une loi d'amnistie. Donc, il y a toujours ça. Mais déjà, il faut une base juridique, surtout dans le sens de la vérité. Voilà. Ce n'est pas à opposer nécessairement. C'est deux choses qui doivent plutôt être juxtaposées, s'accompagner au bout d'un moment. Mais le préalable est la justice. Voilà. Ensuite, pour revenir à ce que j'ai entendu, il y a Dédi qui a dit qu'il avait assez honte de son pays sur cette histoire. Moi, je pense que, au contraire, ce que moi j'ai entendu, peut-être qu'on n'était pas dans les mêmes endroits, mais ce que moi j'ai entendu après, c'est plutôt les gens ont dit, allez bien la Côte d'Ivoire. Vous allez vraiment vers la réconciliation. On ne peut pas voir dans le fait que Charles Blé Goudé reçoive son passeport une honte. Non, bien au contraire. Pour moi, c'est une preuve que la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara s'engagent. Je disais dans une chronique qu'on a l'impression que c'est un peu les 110 mètres haies et que chaque jour qui passe, Alassane Ouattara lui réussit à sauter une haie pour revenir à la méthode dont parlait le professeur Dur. Donc il n'y a pas de honte. Enfin, heureusement que Paul a dit qu'il a réfléchi naïvement, peut-être, parce que on peut pas ignorer
les faits politiques dans l'affaire Blé Goudé. Parce que c'est... Mais on a eu la même chose. Moi, je me rappelle, souvenez-vous, le passeport de Guillaume Soro. C'était la même chose en octobre 2019. Il y a eu ça avec Laurent Gbagbo. On sort quand même d'une crise. C'est vrai que quand on sort d'une crise, on est dans un processus post-crise. Peut-être que mon retour d'historien me permet plus de légèreté au droit par rapport à Landry ou à Paul. Mais on est en train de sortir de crise. À partir du moment où le pays sera stabilisé totalement, en ce moment, on pourrait être sûr d'avoir que du droit. Mais on ne peut pas gérer une affaire Blé Goudé, une affaire Laurent Gbagbo, une affaire Guillaume Soro avec que du droit. Il y aura nécessairement de la politique, en tout cas sur cette décennie. Quand tout va rentrer dans le normal, en ce moment-là, on pourra avoir des réflexes purement juridiques. D'accord. Landry Kyo. Je voulais rappeler à toute fin utile même que dans l'exercice du droit, celui-ci admet la démarche politique. Lorsqu'on dit que le procureur de la République poursuit par opportunité, il décide de l'opportunité de la poursuite. C'est politique, ces décisions-là. Souvent, on vous ramène, et même les grands professeurs comme Francis Vaudier vous disent qu'une bonne négociation vaut mieux qu'un bon procès. Par voie de conséquence, nous estimons pour notre part que pour notre pays, puisqu'on est engagé dans la réconciliation, et que nous trouvons ici une solution politique heureuse, pourquoi vouloir chercher les ténèbres alors qu'il y a désormais un individu et sa population et ses parents qui sont désormais dans la lumière? Ils sont heureux. Akpo, sa ville, son village natal, les gens sont dans la lumière, ils sont heureux. Pendant 6 ans, ils ont organisé des journées d'espoir. Aujourd'hui, ils sont heureux. On veut forcément créer la polémique là où il n'y a même plus lieu d'avoir. Charles Blé Goudé a pris par lui-même. Ma foi, on est tous témoins de l'actualité. Il était pratiquement seul face à son destin. Quand a obtenu son passeport, on a eu quelques déclarations laconiques, ça et là. Mais ce n'est pas ça qui a décidé les choses. Je répète, je suis en admiration de 2 personnes, à lui, au président Ouattara, qui ont pris ce dossier, qui l'ont traité. Toutes les personnes qui lèvent aujourd'hui les polémiques, on les a vues nulle part pendant ces 10 mois-là. Même lorsqu'il y a eu le dialogue politique et que le cas de Blé Goudé a été évoqué et que le gouvernement a frappé du poing de la table, les gens sont entrés dans les petits souliers. Quand l'individu se bat avec intelligence et qu'il arrive à ce résultat, ma foi, il faut dire bravo. Et il faut pouvoir regarder l'avenir avec beaucoup de sérénité. Merci. Franck Dédy qui veut réagir aux propos de Arthur Bonga. Non, je ne veux pas réagir en ciblant des personnes, parce que même ce deuxième tour de table n'a pas enlevé la honte que je... Tant mieux. Voilà, parce que on est dans la théâtralisation dans laquelle je ne veux pas rentrer. Quand on me dit que ses parents au village sont contents, comme si on y est allé récemment, moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Des choses que Landry ne peut pas me prouver sur ce plateau. Moi, je peux le prouver. Peut-être, oui, j'entends, pendant le 3e tour de parole, j'attends que vous me le prouviez. Oui. Je ne veux pas rentrer dans cette théâtralisation-là. Pour moi, il faut pouvoir distinguer des choses. On est en train de parler de la délivrance d'un passeport. Quitte à me convaincre... Non, j'arrive. Quitte à me convaincre que c'est normal qu'il puisse avoir son passeport après 10 mois d'attente, pour moi, c'est un scandale. Maintenant, après, on peut me dire, on lui délivre le passeport et on règle les accointances politiques d'une autre part. Mais on ne peut pas, comme on appelle, bloquer le passeport d'un individu en faisant prévaloir des desseins politiques. Ce n'est pas normal. Et le dire, c'est dire la vérité. Ne pas le dire, c'est être coupable de raconter des fadaises aux gens. L'individu a-t-il droit à un passeport? Selon la Constitution, oui. Est-ce que ce passeport-là lui a été donné dans les délais prescrits par l'administration ivoirienne? Non. Pourquoi cela n'a pas été fait? Et on commence à analyser. Mais on ne peut pas me dire que l'individu doit se voir bloquer son passeport parce qu'il serait le ministre Charles Blé Goudé, parce qu'il serait ceci, parce qu'il serait cela. Je pense que c'est cette façon d'analyser les faits de la vie politique en Côte d'Ivoire qui nous fait perdurer dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que quand j'entends Arthur, quand j'entends Landry et peut-être d'autres personnes me dire que 12 ans après la crise de 2010, on est encore en train de régler les vestiges de cette crise-là, alors que le chef de l'État lui-même, dans une adresse à la nation en 2018, a dit qu'il n'y a plus de problème politique. En Côte d'Ivoire, la réconciliation est en masse, même si 1 an plus tard, il est parti créer un ministère de la réconciliation. Ce sont ces choses-là sur lesquelles nous, les intellectuels ici, sommes attendus. Ce n'est pas devenu louvoyer des faits pour faire beau. On vous a bien compris. Il y a un seul intellectuel. D'accord. Arthur Bonga en 10 secondes. Et à Landry qui en plus. En 10 secondes. Mais on a utilisé les thèmes exceptionnels. Ça veut dire que ce n'est pas normal. On est bien d'accord. Clairement. Non, mais ce n'est pas toi qui vas nous prêter les mots. Une personne à la fois. Quand je dis que c'est exceptionnel, c'est qu'on sort de la normalité.
Justement, une réconciliation, c'est exceptionnel. Donc, on sort de la normalité. C'est parce qu'on sort de la normalité au juridique, à l'administratif, on ajoute de la politique. Le jour où on sera dans un cadre normal, effectivement, on pourra en parler, mais on est bien d'accord quand on parle de Blé Goudé par rapport à la crise, qui est sorti, acquitté de l'AE, mais qui est encore condamné à 20 années de prison. On est bien à la fois dans du juridique, dans de l'administratif, dans du politique. D'accord, si on n'a pas de politique, on ne passe pas. Bien noté, Achu. En fait, c'est étonnant. 5 secondes. Oui, c'est étonnant que l'on admet que lorsque ça nous arrange, alors on fait prévaloir le fait politique, et que lorsque de l'autre côté, ça ne nous arrange pas, on dit, ah ben non, il faut être carré juridiquement parlant. Ben, ma foi, il va falloir bien à un moment donné avoir un langage cohérent. Nous préférons une démarche politique, quand bien même le droit doit pouvoir s'exprimer. Et lorsque nous sommes dans une phase de réconciliation, donc de reconstruction d'une société qui a été meurtrie, blessée, et que l'on dise au nom de la réconciliation, il faudrait que ceux qui ont été convaincus de culpabilité n'aient pas à purger la totalité de leur peine, qu'ils doivent sortir. Au nom de la réconciliation, il faut que celui qui a été condamné à 20 ans n'ait pas à payer sa peine. Mais ma foi, il va falloir continuer. On vous a bien compris. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci. On vous a bien compris. Il y a Ambroise Tieté qui veut bien prendre la parole. Je voulais quand même répondre aux téléspectateurs qui viennent de parler. Là. Il dit pourquoi on parle de juridique alors que tout se résume à la politique. Je sens bien dans ses propos qu'il est agacé. Ça traduit un agacement. Voilà, ça traduit un agacement et il est là dans la caricature. Quand oui, il est dans la caricature. C'est l'ironie. Hein. Oui, il est dans la caricature. Je perçois bien son agacement, mais je dis, mais on ne peut pas dans un pays faire fi de la justice après une crise comme celle qu'on a connue en 2010. Mais on est dans... Tout ce qu'on vit là, c'est les avatars de cette crise-là. Il faut qu'on l'admette. Donc Blé ne peut pas sortir de prison, on lui donne... Son passeport, c'est 72 heures, non? On lui donne son passeport 72 heures après, il peut rentrer. Non, quand même. D'accord, on a bien compris. On est bien en politique. Voilà, il faut bien que la politique... Oui, il faut bien que la politique fasse sa place. Il faut qu'elle ait toute sa place dans cette démarche-là. OK. Voilà. Okay. Que la politique ait toute sa place. C'est ce qu'on a vu. Je voulais simplement dire, effectivement, pour... peut-être renchérir, prolonger un peu le propos de M. Dédi. Je vais continuer sur la même naïveté, là, simplement sur les questions de principe. Quand on dit que la justice doit passer, je pense que dans le cas de Blé Goudé, elle est passée, je crois, 2 fois. Parce qu'il y a eu un procès à La Haye qui a été sanctionné par un verdict d'acquittement. Et puis, il y a eu un procès à Abidjan qui a été sanctionné par un verdict de culpabilité. Maintenant, la question que je pose, là encore tout à fait naïvement, c'est de savoir... quand vous avez décidé d'être naïf ce soir aujourd'hui. Non, parce que j'ai l'impression que... C'est une stratégie pour éviter les répliques. De grands sachants, donc je voudrais pas m'avancer trop loin. Encore ironique. Non, là-dessus, pas d'ironie. Parce qu'effectivement, non, là-dessus, pas d'ironie. Et donc, je me dis, à quel moment, effectivement, on clarifie la situation. Disons la condamnation à 20 ans. Comment elle joue effectivement dans cette séquence? Il faut le clarifier. L'honneur du personnel politique en Côte d'Ivoire, je crois que des gens les plus hauts jusqu'aux plus modestes, à un certain moment, ça serait peut-être de clarifier le jeu. Or là, le jeu n'est pas clair. Vous savez, le danger dans cette affaire, c'est quoi? Le danger, c'est que Edox Toudemo, il y a quelqu'un qui va disparaître, il y a quelqu'un qui va s'effacer, c'est-à-dire le citoyen par rapport auquel on brouille les cartes. Et s'il ne voit pas ce qu'il se passe, or vous avez besoin de lui pour construire la démocratie. S'il a l'impression que vous jouez à un jeu de sorcière, à un moment, il vous abandonne dans le jeu. Or, si vous êtes seul dans le jeu démocratique, mais il s'instaure de la tyrannie parce que finalement, le plus fort, le maître des horloges, c'est lui qui tire les ficelles. Okay. Et vous êtes seul dans ce jeu politique. Et il faut clarifier la situation. Moi, je suis d'accord pour que M. Blé Goudé, ça je le dis d'un trait, pour que effectivement la question politique soit évoquée et tout, mais il faut qu'on nous dise, amnistie ou pas, où est passée la condamnation à 20 ans. Comment il rentre en Côte d'Ivoire, il faut que ça, ce soit clair. On a bien compris. Professeur Diron, qui, en fait, certainement le dernier mot sur ce point en ce qui concerne ce deuxième tour de table. Moi, c'est cette image-là qui me plaît bien. Laquelle? Celle que nous voyons actuellement, je suppose. La photo du passeport de Blé Goudé. En réalité, il y a 3 choses en politique. Il y a 3 leviers qui gouvernent l'action politique. On gouverne avec la loi, on gouverne avec la force et on gouverne avec la ruse, ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie.
cet homme que je vois là, avec cette photo-là, a compris que quand tu n'as pas la force et quand tu n'as pas la loi de ton côté, tu n'as pas autre chose à faire que de l'intelligence politique, ce qu'on appelait traditionnellement la ruse, ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie. Blé Goudé veut rentrer dans son pays. Blé Goudé a bien compris. Et bien, Blé Goudé va rentrer. Mais il a compris comment fonctionne. Il avait compris déjà, mais je crois qu'il le comprend davantage que quand on n'a pas la force, quand on n'a pas la loi de son côté. On fait de la diplomatie. On fait de la diplomatie. Rapidement. D'accord. Sur justement la personnalité de Blé Goudé sur ces dernières années, est-ce qu'il a changé comme tu l'avais demandé? Oui, bien sûr qu'il a changé. Et moi, je peux vous garantir, moi, je l'ai vu en train de se former, en train de s'apprêter, en train de faire des diplômes, en train de faire des lectures, en train de consulter. Donc, de toute façon, pratiquement 10 ans en prison, ça te change, naturellement. Tu as le temps de creuser, tu as le temps de réfléchir. Et je pense qu'il a mis vraiment à profit. Et il continue de le mettre à profit. Moi, je l'ai rencontré dans des séminaires, dans des séances de formation. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut demain et comment il doit y arriver. Est-ce qu'il va le réussir? C'est une autre question, mais c'est forcément un Blé Goudé beaucoup plus mature que le leader de Jeunes Patriotes. Des mots. C'est en cela que la comparaison que le téléspectateur a fait avec Diom Soro n'est pas heureuse. Blé est dans une démarche. On sent visiblement qu'il a trouvé son chemin de Damas à La Haye. Et l'autre, Diom Soro, il est campé sur la posture du défi, de la défiance. Ça ne peut pas aller. D'accord. Est-ce que Charles Blé Goudé, justement, va s'impliquer? Quelle serait sa place, selon vous, rapidement, dans le processus électoral? Evelyne, pardon, le processus de réconciliation, pas électoral, voilà, le processus de réconciliation. On mélange tout, hein, je pense, dans nos prises de parole. Mais comme on va vers la fin de l'émission... On mélange tout. On parle de Blé Goudé qui vient d'avoir un passeport en mélangeant avec Guillaume Soro qui, lui, a un passeport mais qui refuse de rentrer. Ce n'est pas la même situation. Par rapport à Blé Goudé, comme vous le dites, de ce qu'il dit, il dit que son retour va acter sa participation au processus, au fameux processus de réconciliation nationale. Pour moi, c'est fameux parce que quand il fait jour, on dit que la population est réconciliée, des mots du président de la République. Moi, mon problème, c'est que j'aime bien parler des choses factuelles, pas des vues de l'esprit. Est-ce que ce soir, on peut juste parler de la place que pourrait jouer Charles Blé Goudé dans le processus de réconciliation? Le président nous a dit dans une adresse à la nation en 2018 que la Côte d'Ivoire était entièrement réconciliée. Un an après, il a créé le ministère de la réconciliation. Donc, on peut se poser les questions. On l'a déjà bien compris. Voilà. Pour revenir à Charles Blé Goudé, de ce qu'il dit, il dit que quand il va rentrer, il va participer au processus de réconciliation nationale. Donc, donnons-lui le bénéfice du doute afin qu'il puisse venir mettre sa pierre à l'édifice. On ne peut pas préjuger du fait que quand il rentrera, il va mener des actions subversives, ce genre de choses, parce qu'on entend ça aussi dans certaines prises de parole. D'accord, très bien. L'individu dit qu'il vient participer à la réconciliation nationale. Donnons-lui le bénéfice du doute. Bien noté. Voilà. Professeur Dion. Charles Blé Goudé a le droit de se rêver président de la République de Côte d'Ivoire un jour. Vous pensez que c'est son façon de dire qu'il est jeune, il a de l'ambition. Il va rentrer dans son pays. Il n'a pas un autre intérêt que celui d'apporter son obole à la réconciliation nationale. Parce que demain est déjà là. Il faut qu'il rentre pour construire et pour se construire. Il ne peut pas entrer, faire autre chose parce qu'il a compris que le monde a changé. Le monde qu'il a laissé en partant là, ce n'est pas le même monde qu'il retrouve quand il revient en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il a toute sa place. Et faisons-lui confiance. Oui. Sans surtout que vous lui avez parlé. Alors, en faisant le lien, parce que je vois qu'on n'aura pas le temps de l'aborder, avec ce qui avait été prévu pour être le deuxième sujet à discuter, je pense que je disais toujours vraiment qu'il faut peut-être sortir de la question de la personnalisation du débat politique en Côte d'Ivoire. Je nous prie, sincèrement, de sortir de la question de la personnalisation du débat politique en Côte d'Ivoire, parce que c'est la porte par laquelle celui-ci est préempté par ce qui est devenu aujourd'hui une caste politique. Ce n'est plus une classe politique, c'est une caste politique. Et c'est dangereux.
C'est dangereux parce que dès lors, on ne parle plus. Vous parlez de réconciliation nationale. Dans le mot de réconciliation, il y a conseil. Conseil, ça veut dire ensemble. Or, on n'est plus ensemble. Il ne s'agit plus de construire un ensemble. Il s'agit de voir ce que des individus vont être dans un projet politique particulier, préempté par ce qui est devenu aujourd'hui une caste. Quand j'ai fini de dire ça, si j'avais posé ça comme un postulat, je prie que M. Blé Goudé, en rentrant, se dise il faut que chacun de nous participe à la création de ce corps ecclésiastique. Pas au sens de l'Église, hein. Ce corps ecclésiastique au sens de caste. Non, même pas au sens de caste. Parce que dans la Constitution démocratique, dans la Constitution démocratique, au sens, n'est-ce pas, de la philologie, c'est vraiment le conseil qui est au cœur de l'affaire. Ce ne sont pas les individus. Ok, d'accord. Bon, avant de répondre, vous parler rapidement avant de jouer le rôle de Blé Goudé pour répondre rapidement à Paul, mais On n'a plus assez de temps. Dans toute histoire politique, quel que soit le régime, qu'il soit démocratique, il y a toujours une personnalisation, il y a toujours une moi je ne comprends pas comment on va faire ça. On ne peut pas construire des politiques, même les citoyens. Comment on fait ça? Périclès, qui est le père de la citoyenneté, il l'a fait personnellement. Mais en faisant vous faites objectif public en personnalisant. Non, on ne peut pas construire un système politique. Tu parles de Périclès, effectivement, la règle isonomique est là pour nous le rappeler. Isonomoi, c'est la même loi pour tout le monde. D'accord, merci. S'il vous plaît, monsieur. Oui, merci. Donc voilà, il y aura qu'une Ça ne peut pas être asexué, le débat politique. Forcément. Ça ne peut pas être asexué. Alors maintenant, sur l'implication de Blé Goudé, voilà, son rôle dans le processus de réconciliation. De toute façon, d'abord, pour moi, il n'a pas le choix. C'est le seul angle par lequel il doit rentrer. Et c'est en réussissant cet angle qu'il va se différencier de tous les autres de son camp. Puisqu'il y aura une concurrence large, une concurrence interne. Mais au-delà, c'est ce qu'il proclame, c'est ce qu'il dit. Il dit que son premier travail, en quelque sorte, ce sera de participer à la réconciliation. Et je pense que si quelque part, après 10 mois, on lui donne son passeport aujourd'hui, c'est parce que, je rejoins un peu le professeur Dion, quelque part, on a une idée, je veux dire, le gouvernement a une idée de sa vision pour la réconciliation. Cela dit, la réconciliation, se battre pour la réconciliation, ne veut pas dire s'inscrire dans la pensée unique ou dans une coloration politique unique. Merci, se battre pour la réconciliation ne veut pas dire que Blé Goudé ne va pas travailler à ses ambitions, à son projet personnel, collectif, avec un leader. Donc, il sera, à mon avis, dans ce sens-là, sans personnaliser. Merci Adji. Landry Kyo, rapidement, en 10 secondes. Mais c'est clair, Blé n'a jamais caché ses ambitions. Il n'a jamais eu un double discours. Et il sait pertinemment que pour se réaliser, parce qu'il est légitime que celui-ci veuille se réaliser, tout homme a une ambition, que ce soit politique, entrepreneuriale, administrative. Il sait que pour pouvoir se réaliser, même exister, il va falloir exister dans une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire à normaliser. Et donc, il a nécessairement besoin de compter parmi ceux qui vont travailler à cela afin que cela participe de son capital politique et du crédit. Mieux, pendant près de 6 ans, Blé a favorisé au niveau même des siens une des journées, n'est-ce pas, de l'espoir. Pourquoi? Ce n'est pas que pour lui, mais pour annoncer que depuis son village natal, il y a ce besoin de participer à la réconciliation. Par voie de conséquence, les 10 secondes sont épuisées. Non, c'est important de le dire. Par voie de conséquence, il ne faut pas le craindre, bien au contraire. Il faut le prendre au mot. Et son mot est celui de participer à la réconciliation. Et nous travaillons ensemble dans ce sens-là, sauf s'il y a des personnes qui n'y croient pas. Merci Landry Kyo. Donc on a entendu beaucoup de choses sur ce plateau. Quelles sont les ambitions politiques de Charles Blé Goudé? Il y a plusieurs sujets sur lesquels également on l'attend, notamment ses relations avec Laurent Gbagbo, son avis sur le PPACI. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que Ali Diarra-Souba est en ce moment même à La Haye pour une interview exclusive de Charles Blé Goudé, qui va répondre à toutes ces questions, et ce sera une interview qui sera diffusée bien sûr sur NCI le mardi. Vous aurez toutes les informations sur l'heure de diffusion de cette émission, et vous avez bien sûr encore la possibilité de nous faire parvenir vos questions. Donc je répète, Charles Blé Goudé a accordé une interview à NCI et Ali Diarra-Souba va donc lui poser toutes ces questions. C'est une exclusivité sur NCI. On va rapidement vers la fin de l'émission. Je vais vous permettre de donner les cartons de la semaine. On peut commencer par ce qui était censé être le troisième sujet de cette émission, notamment l'élection du président de l'Assemblée nationale qui est prévue le mardi 7 juin. Athieu Banga.
Oui, c'est carton vert pour ça, parce que d'abord... c'est une élection sans enjeu, selon les questions qu'on se pose. De toute façon... Ah, c'était ça la question. Moi, le principe déjà d'avoir... Oui, déjà le principe, et puis... J'aurais préféré quand même qu'il y ait plus de matchs que ça, mais c'est tout à l'honneur du candidat Adama Bictogo de partir vers ses adversaires et de construire quelque chose. En cela, au-delà, je vais donner rapidement 2 cartons verts. Le premier à Fadiga Kramon-Lassine, qui nous a quittés, ce père du cinéma ivoirien, qui a été le premier lauréat de l'Étalon d'or avec Djegui en 81. Donc je salue la mémoire de ce grand cinéaste. Et mon carton vert, il va aux éléphants de Côte d'Ivoire avec le président Yassine Dirsalo, l'entraîneur, j'insiste dessus, Jean-Louis Gasset, qui a réalisé un match maîtrisé. En première mi-temps, les Zambiens n'ont pas vu notre gardien. Hein, on a tapé leur poteau. On a bien noté. Pendant 5 minutes, en deuxième mi-temps, après, on a marqué 3 buts. On leur a même offert un but. Donc, bravo aux éléphants, bravo à Jean-Louis Gasset, bravo à toute la Côte d'Ivoire et respect encore à Fadiga Kramon-Lassine. Merci. Landry Kyo, votre carton. Déjà, par rapport à ce sujet, quant à savoir si l'élection du président de l'Assemblée nationale a un enjeu ou pas, si, il y a un enjeu. Même l'abstention de l'opposition à présenter un candidat a tout un enjeu. Déjà, c'est important. On ne mène pas n'importe quel combat. On ne s'engage pas dans tout combat. Et si l'opposition dans son ensemble, ce qui est improbable, présentait même un candidat, elle aurait été battue mathématiquement parlant et rappelée à notre bon souvenir qu'elle est minoritaire à l'Assemblée nationale à 1 an des élections locales. On a bien compris. On y va avec le carton. Donc, je lui dis bravo pour sa part. C'était très lucide de sa part de ne pas avoir de candidat. Et un carton jaune que j'adresse à une situation en particulier au niveau de San Pedro, dans le village communal de Bokoré, où il y a un chef de village qui est en train d'être destitué pour des questions foncières. Pour ma part, j'appelle l'attention de toutes les autorités administratives qui ont du pouvoir au niveau territorial afin de regarder de très près cette situation-là, qui, ma foi, n'a pas nécessairement besoin de connaître davantage plus de tensions, d'autant plus que les terres dont il s'agit sont celles qui sont situées dans la zone où sera construit l'université et puis l'hôpital général. Et pour ma part, il est important que le ministre de l'Intérieur puisse porter un regard très attentif pour savoir exactement ce qui se passe, parce qu'il s'agit de la cohésion sociale dans cette région. On a bien compris, merci. Deux cartons verts. Le premier, c'est RHDP qui a su se resserrer autour de son candidat, Adama Bictogo, qui comme on ne le dit pas assez, mais il mérite cette place. Il mérite cette place. Il est l'architecte du troisième mandat, du mandat du président, du dernier mandat. Il est l'architecte. On comprend la pression du temps. Il est l'architecte de la candidature du président Alassane Ouattara. Personne n'y croyait au début. On a pensé que ce n'était pas possible, machin. Mais il y a pris le premier. D'accord. Et il a porté cette candidature à bout de bras. Et aujourd'hui, bon, le prochain carton. Voilà, le prochain carton, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent. Ouais. Je crois qu'il faut saluer le gouvernement. C'est pas trop tôt, mais en même temps, c'est bien. Voilà, c'est bien qu'on y pense maintenant, parce que la drogue, c'est pas une bonne chose. Et les blanchiments d'argent, ça fait beaucoup de dégâts dans la société. Il faut vraiment y mettre un frein. Donc, c'est le deuxième carton. D'accord. Alors, deux cartons. Je ferai comme Arthur. Avait Fadiga Kramon, vraiment, qui nous a rendu... Il y a un point sur lequel vous entendez, c'est bien? Oui, oui. Oui, si. Et justement, sur le point qui allait être évoqué, là, c'est vraiment la question de la candidature unique à la tête de l'Assemblée nationale là, pour l'élection de mardi. Landry l'a dit tout à l'heure. Numériquement, le RHDP... Un carton. C'est un seul carton, bah écoutez, mais... Non, vous pouvez donner votre carton, hein, bien sûr. Le carton jaune. Okay. Pourquoi? Parce que numériquement, le RHDP est assuré de gagner. Quelle est la logique de créer un consensus? Le dissensus, là, ce n'est pas la guerre. Le dissensus, ce n'est pas la discorde. Il faut qu'on le comprenne en politique en Côte d'Ivoire. Quand il y a le dissensus, la politique vit. Les positions sont clairement exprimées. Nous sommes dans les cartons, docteur. Vous comprenez? Donc, le carton, là, c'est pour marquer clairement, que je ne peux pas comprendre. Alors que le RHDP a indiqué que sa logique de gouvernance après l'élection de 2020, c'était la solidarité, n'est-ce pas? Question de la solidarité, la Côte d'Ivoire solidaire. Et que l'opposition est arrivée justement à l'hémicycle pour contester le pouvoir du RHDP. D'accord, on a bien compris. Je suis obligé de vous couper. Et je finis qu'aujourd'hui,
il y a cette coalition autour de la personne de Adama Bictogo brouille les pistes, brouille les cartes. On ne comprend pas. Et le fait de ne pas comprendre, ça crée un problème de démocratie grave. Et nous, on a compris on a bien noté votre avis. Donc, professeur Dion, votre Alors, carton vert pour Adama Bictogo, pour son engagement. Il a su s'affilier, s'affider tous les cadres et les jeunes loups du RHDP. C'est tout à son mérite. Carton vert aussi pour le gouvernement et pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils ont tout fait. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a le secrétariat général du CAMES, à travers la personne du professeur Souleymane Konaté. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. C'est une bonne nouvelle. Merci, professeur. Je n'ai pas fini. Ah, d'accord, il y a un Le carton rouge, c'est pour nous, les cadres et les enfants de la ville de Mans. Mans, quand on était petits, on a dit que c'est la Suisse de l'Afrique. Mans ne ressemble plus à cette Suisse. Merci, professeur. Je demande humblement et solennellement aux plus hautes autorités de ce pays d'avoir un regard sur cette belle ville. Merci. J'ai 3 cartons, je vais aller très vite. Le carton rouge, c'est pour la FIF et le choix de Jean-Louis Gasset comme sélectionneur. Je pense que pour la statue de notre équipe nationale, il ne méritait pas d'être choisi. D'accord. Ensuite, carton jaune pour la lutte contre le trafic de drogue en Côte d'Ivoire, qui est en train de produire des résultats. Nous espérons que ça sera aussi étendu aux différentes sociétés publiques dont ils ont viré certains directeurs pour des soupçons de détournement et qu'on judiciariserait également cela. Carton jaune aussi à M. Adama Bictogo, qui est en train de faire un exercice d'humilité. Parce que souvenons-nous qu'il y a quelques années auparavant, c'était lui qui arrachait les tabourets selon ses propres termes. Et aujourd'hui, il est obligé de faire le tour des chapelles politiques, comme quoi nul ne sait de quoi demain est fait. Et je pense que c'est un exercice d'humilité auquel il se prête. Ensuite, le carton vert pour... le carton vert pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui, dans sa grande majorité, a été déçu par les résultats de l'élection de la FIF, mais qui est sorti massivement pour accueillir l'équipe nationale à Yamoussoukro, comme quoi pour dire que ce peuple-là sait faire la part des choses. Voilà, merci. Merci pour tous ces cartons. Moi, j'aurais... Merci Landry et Arthur. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission et moi, j'aurai un seul carton ce soir. C'est un carton vert pour Ali Diarasouba qui va interviewer en exclusivité Charles Blé-Goudé. Une interview que vous pourrez suivre sur la nouvelle chaîne ivoirienne le mardi. Demain, vous serez avec Mélina Makissi à 19h50 et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver mardi et mercredi pour NCI News. Prenez soin de vous et très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.